Bonjour à tous et bienvenue dans ce format un peu spécial. Confinement oblige, voilà, c'est une petite première pour nous. Alors, je ne vais pas vous faire l'insulte de vous rappeler les raisons du confinement, vous êtes tous au courant. Nous parlons de la pandémie de Covid-19 qui s'est répandue depuis janvier aux quatre coins du monde. Alors, à l'heure où nous parlons, beaucoup d'incertitudes demeurent malgré une cruelle évidence. Le Covid-19 a déjà fait énormément de victimes. Au moment où nous parlons, 2 millions de personnes ont été touchées par la pandémie dans le monde et 130 000 pour l'instant y ont succombé. Alors, quelques lueurs d'espoir nous font néanmoins espérer. En Europe, en tout cas, le nombre de cas tend à se stabiliser pour l'instant et une sortie du confinement semble, en France en tout cas, poindre à l'horizon. Alors, en attendant, la bataille fait encore rage dans les hôpitaux et le personnel soignant est toujours sur le pont, malgré une situation très précaire pour tenter de sauver un maximum de vies. Alors, comme la bataille se joue encore sous nos yeux, il peut sembler trivial, voire déplacé, de parler d'économie et même de songer à l'après-crise. Pourtant, les conséquences économiques de cette crise sanitaire seront là, et elles seront graves. N'est-il pas du devoir des acteurs politiques et des citoyens de réfléchir et de préparer cette après-crise ? Car, après tout, cette crise n'est-elle pas avant tout due à un manque cruel de préparation et de réflexion ? Pour en parler, nous avons l'honneur donc d'avoir aujourd'hui deux personnalités que l'on ne présente plus et que je présente quand même. Donc Charles-Henri Gallois, responsable des questions économiques à l'UPR. Bonjour Charles-Henri. Bonjour. Et Étienne Chouard, blogueur depuis 2005 et fervent défenseur de la démocratie directe, parmi tant d'autres qualités. Bonjour Étienne. Salut. Alors, donc, sans plus tarder, avançons sur ce débat. Déjà, reprenons un peu depuis le début. Malgré une crise sanitaire visible en Chine depuis au moins début janvier, on peut constater qu'en Occident, il y a eu un retard général à l'allumage. Il y a des pays qui s'en sont bien sortis, notamment on a pu voir Taïwan, la Corée du Sud, Singapour, qui, eux, il y a quelques années, avaient connu le MERS et le SRAS, et qui, du coup, ne se sont pas laissés avoir une deuxième fois. Et chez nous, l'Allemagne, qui semble s'en tirer pas trop mal, voilà, sans même de confinement obligatoire. Donc, première question, est-ce que cette impréparation, c'est un syndrome occidental ? Est-ce que c'est un manque de prévision, un manque de vision chronique ? Est-ce que c'est la conséquence de la mort de l'État stratège ? Ou est-ce que c'est plus que cela ? Et évidemment, comment s'illustre la France dans tout ça ? Je vais commencer rapidement. Disons, je pense que c'est un sujet sur lequel il y a un certain consensus. Il y a deux problématiques en fait principales là-dedans. Déjà, il y a évidemment un problème des gouvernements d'impréparation, puisque dès janvier, ils étaient informés, ils savaient justement du risque de cette épidémie en Chine, et ils n'ont rien fait. C'est même pire que ça. On avait le président de la République en France qui, tout début mars, expliquait encore, il incitait les Français à sortir et à continuer à vivre. Et la grande problématique, pourquoi en fait c'était irresponsable de faire ça, ça vient de l'impréparation. Puisque dès janvier, en fait, on connaît la recette pour vaincre ce genre de virus, ou du moins pour en atténuer les effets. Il faut évidemment des respirateurs et des lits disponibles dans les hôpitaux. La France n'a fait que fermer des lits. Il y a évidemment à avoir les masques pour la population, pour les soignants, pour tous ceux qui sont en première ligne, pour se protéger, pour éviter que le virus circule massivement. Et là, quasiment le principal, c'est d'avoir des tests, les tests permettant justement d'isoler les personnes qui sont malades et d'éviter qu'elles contaminent les autres. D'ailleurs, c'est toute la clé quand on parlera du déconfinement, et c'est tout le problème. Dans cette épidémie, en fait, si le président de la République disait que c'était une guerre. Si on dit que c'est une guerre, les fusils dans cette guerre, pour nos soldats, c'est les masques et les tests. La grande problématique, c'est que non seulement on ne les a pas, mais aussi on ne les produit quasiment plus en France. Donc la problématique qui se pose, c'est que ce n'était pas prévu, ce n'était pas préparé, et donc la France, avec beaucoup de retard, mais comme d'autres pays, cela dit, a demandé massivement et a commandé à l'étranger des masques et des tests, mais tout le monde commandait en même temps. Donc on est dans une situation de pénurie, alors que si on avait gardé une production nationale de masques, de tests, de respirateurs, même si on a Air Liquide, par exemple, produit maintenant beaucoup plus massivement des respirateurs,
eh bien, on aurait été capable de réagir beaucoup plus vite et de quelque part de manière autonome malgré cette épidémie. Et évidemment, il y a le tabou des frontières nationales qui rentre là-dedans, puisqu'on sait que les pays qui ont bien réussi aussi ont coupé très rapidement les frontières nationales, puisque le président de la République avait beau dire que le virus n'avait pas de passeport, bah, le virus il circule bien, il circule à travers des personnes. Donc si dès janvier, la France, par exemple, avait interdit les vols de Chine d'arriver en France, avait fermé ses frontières, même chose quand l'épidémie a pris une tournure importante en Italie ou en Espagne, mais c'est exactement tout le contraire qui a eu lieu, puisque quand il y avait l'épidémie en Italie, la France a permis par exemple à 3000 Italiens fin février lors du match Lyon-Juve de venir à Lyon et donc potentiellement de contaminer au niveau de la région de Lyon. Et pour l'Espagne, c'est pareil, qui est un des gros foyers en Europe. Il y a eu tout fin février un meeting géant de Carles Puigdemont, l'indépendantiste catalan, à Perpignan. Et il y avait plus de 100 000 personnes qui étaient venues à ce moment-là. Donc le gouvernement a été absolument nul sur la gestion, que ce soit la non-fermeture et le grand tabou, puisque c'est un tabou européen. Emmanuel Macron voulait fermer uniquement les frontières à l'extérieur de l'Union européenne, ce qui n'avait pas de sens. Le foyer majeur de l'épidémie était ensuite au sein même de l'Europe et au sein même de l'Union européenne. Tabou des frontières et impréparation quant au masque et quant au test. Et c'est toute la problématique d'ailleurs du déconfinement, où quand Emmanuel Macron parle à partir du 11 mai de la réouverture des écoles, c'est complètement irresponsable, puisque on sait très bien qu'on n'a pas les masques et les tests nécessaires. Emmanuel Macron a dit qu'on allait tester que les personnes qui ont des symptômes, mais c'est complètement stupide, parce qu'on sait déjà que dans ce virus, il y a énormément de cas asymptomatiques, c'est-à-dire de personnes qui sont malades, mais qui n'ont pas les symptômes du virus. Et ces gens-là, s'ils ne sont pas testés, ils vont continuer à circuler. Même chose pour les enfants. Évidemment, les enfants ne sont pas eux-mêmes des personnes à risque quant à cette maladie, mais ils font circuler le virus. Et donc, le grand risque, si on déconfine sans avoir les armes que sont les masques et les tests, on risque tout simplement de relancer une deuxième vague et d'amener après un autre confinement, ce qui serait catastrophique d'un point de vue économique, quand bien même l'idée de déconfiner au plus vite est justement pour sauver l'économie. Si c'est fait sans les armes que sont les masques et les tests, on va évidemment vers une deuxième vague et peut-être vers un deuxième confinement. Et là, au niveau de l'économie, on a déjà eu des prévisions. La Banque de France a dit que le premier trimestre, on allait avoir une récession de l'ordre, une baisse du PIB de l'ordre de 6%. On avait déjà une baisse au dernier trimestre 2019, c'est-à-dire que techniquement, la France est d'ores et déjà en récession, mais le deuxième trimestre va être pire puisque l'économie va être à l'arrêt pendant 2 mois quasiment sur le deuxième trimestre. Moi, je m'attends quasiment à 25% de baisse du PIB sur le deuxième trimestre et sur l'année, on pourrait avoir quelque chose comme 15% de baisse du PIB, ce qui est évidemment colossal et qui va amener une explosion des déficits publics, une explosion de l'endettement. Et ça, on aura l'occasion justement d'en parler au niveau de la France d'après, comment on pourrait faire face à ça, parce qu'on connaît très bien quelles vont être les recettes du gouvernement de l'Union européenne. Ça a déjà été annoncé. La Banque de France nous a dit que avec la hausse de l'endettement, il allait falloir serrer la vis et faire de l'austérité. Bruno Le Maire l'a redit et l'Union européenne est exactement dans cette même logique. On dessert au moment de la crise parce qu'on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas respecter les fameux critères européens, mais juste après, et il y aura des éléments objectifs pour contraindre les pays européens à le faire dans le cadre de l'Union européenne. J'imagine qu'on en parlera juste après. Ok. Du coup, je vais laisser maintenant Étienne Chouard répondre à ça, et notamment, ce qui est très intéressant que tu amènes sur le terrain, c'est cette inquiétude d'une austérité renouvelée, notamment. Alors, je disais, quand un gouvernement invoque la guerre, j'ai tous mes warnings qui s'allument parce que ce sont des techniques de gouvernement autoritaire que d'invoquer la guerre pour museler les oppositions. Depuis César, on sait ça, c'est une vieille affaire. Les pouvoirs qui veulent remobiliser leur opinion, faire taire les opposants, et même se donner des prétextes pour enfermer les opposants, invoquent la guerre, et quand ils n'ont pas un prétexte, ils l'inventent. Donc c'est une technique mafieuse, en fait. La technique des gouvernements, c'est la même technique que celle des mafias, de la mafia historique. C'est inquiéter ses victimes, donc les terroriser. Donc la mafia, elle assassine la moitié de la famille sous les yeux de l'autre moitié. Et ensuite, c'est le même qui a terrorisé qui se présente comme le protecteur en échange de la docilité. Donc ça, c'est la technique de la mafia. C'est aussi la technique des gouvernements
autoritaire. Donc quand un président me parle de guerre à propos d'une crise sanitaire, j'ai tous mes warnings qui s'allument. Je trouve ça extrêmement inquiétant pour la survie des libertés dans mon pays. Je ne sais pas si vous avez lu 1984, mais ça, c'est intéressant à lire. C'est un roman qui est en fait un essai politique dans lequel on a un mode d'emploi du candidat à la tyrannie totalitaire. Et dans 1984, bien sûr, Big Brother entretient une guerre permanente. Hein. Et c'est grâce à cette guerre qu'il peut enfermer les opposants sous prétexte de sécurité. Donc, je ne crois pas du tout que ce soit une guerre, évidemment. Ça n'est une guerre que dans les micros et la bouche de ceux qui veulent terroriser la population. Alors, d'autre part, il y a une autre information qui, je trouve, est quand même assez mal interprétée. C'est le fait que le nombre de morts de cette crise est tout à fait minime. 130 000 morts pour la Terre depuis janvier, c'est infime par rapport aux 3,5 millions de morts habituels par an en maladies respiratoires, maladies infectieuses. C'est vraiment, on a le nombre de morts. Alors, c'est grave, hein, c'est toujours grave d'avoir des morts, mais là, on est en train de bloquer toutes les économies sous prétexte d'une crise sanitaire. Or, quand on regarde les chiffres des crises sanitaires sur les 10 ou 15 dernières années, on a des crises sanitaires au moment de la canicule en 2003, on a des crises sanitaires. On voit bien le pic en 2017, il y en a eu un. On voit bien qu'il y a beaucoup plus de morts que d'habitude. Il y en a quoi, deux fois plus que d'habitude. Et quand on regarde les chiffres cette année, on est encore tout à fait dans la norme. Enfin, il n'y a absolument pas de. Alors, je m'interroge sur cette espèce d'hystérie qui s'installe volontiers chez nous. Et nous sommes vulnérables aux bobards. Hein, quand tous les médias. Je rappelle que tous ces médias sont des médias qui ont poussé Macron au pouvoir. Hein, donc, c'est les médias du pouvoir. Hein, c'est un peu comme la Pravda dans l'Union européenne, l'Union européenne, l'URSS. L'URSS, il y avait un journal qui s'appelait La Vérité, la Pravda, et qui débitait les mensonges du pouvoir. Là, aujourd'hui, on a plusieurs journaux, mais qui sont détenus par 9 milliardaires. Je me méfie de l'information de ces médias parce qu'ils ne sont pas indépendants et parce qu'ils ont un agenda qui n'est pas d'intérêt général. Et quand je les vois qui sont tous à regarder chaque mort au microscope et à nous faire un roman de terreur sur les morts qui sont affreuses, les morts respiratoires, c'est toujours affreux. Il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps, pas seulement maintenant. Et il y en a beaucoup plus ailleurs dans le monde que chez nous. Donc, si vous voulez, c'est pas de la paranoïa, mais c'est de la méfiance. J'ai de la méfiance à la fois par rapport au gouvernement et par rapport aux médias. Et le scénario hystérisant, on n'arrive plus à avoir de conversation, on n'arrive plus à penser dans cette ambiance hystérisée, me semble louche, parce que je vois que la première réunion du gouvernement sur la crise sanitaire, c'était un samedi, Conseil des ministres extraordinaire sur la crise sanitaire, et qu'est-ce qui décide pendant ce Conseil des ministres? C'est de passer la réforme des retraites au 49.3. Je ne crois pas un mot de ce que dit ce gouvernement, ni de ce que disent ces médias. Et je trouve que l'enfermement général de la population est une mauvaise mesure. Il faudrait cibler ceux qu'on protège des autres, c'est-à-dire qu'on met à l'écart, il faudrait mettre à l'écart les malades et pas tout le monde. Je suis inquiet sur l'évolution des libertés dans le pays. Je trouve que d'habitude, quand l'ambiance est à la guerre comme ça, le gouvernement en arrive rapidement à enfermer les opposants, les pacifistes par exemple, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas faire la guerre. On les enferme au nom de la sûreté nationale. Mais bon, c'est juste la tyrannie qui se met en place. Hein. Et quand on parle d'impréparation, j'ai l'impression que c'est plus grave que ça. Voilà. J'ai l'impression que c'est plus grave que simplement de l'incompétence. Ça ressemble plus à quelque chose de criminel. De gravement, donc de gravement contraire à l'intérêt général. Charles-Henri parlait du libre-échange et de l'incapacité que nous avons de produire nous-mêmes les
les biens et les services, mais surtout les biens, là en l'occurrence, donc les respirateurs, les lits, les masques, mais aussi les personnes qui s'occupent, les soignants. Euh, je vois deux choses à rappeler. C'est que cette crise n'est pas du tout liée au virus. Le problème, c'est pas le virus du tout, du tout, du tout. Ce virus, il ne crée pas autant de morts que ça. Et même s'il en créait, on pourrait soigner. Le problème de cette crise, c'est que nous n'avons plus de lits, il n'y a plus de soignants. Nous n'avons plus la capacité de produire les matériels qui permettraient de soigner. Le problème, c'est que le libre-échange est enseigné dans les écoles et dans les facultés. Le libre-échange est enseigné comme un dogme, une espèce de mantra. Mais c'est plus que stupide ou imbécile, c'est criminel là aussi. Le libre-échange est criminel. Le libre-échange a appauvri tous les pays qui l'ont appliqué. Il n'y a pas un pays qui se soit enrichi en appliquant le libre-échange. Le libre-échange, c'est une politique de multinationales qui, depuis la Compagnie des Indes, à l'époque de l'Empire britannique, était promue par les plus grands marchands. Contrairement à l'intérêt général, il était imposé par l'Empire à ses colonies, à ses provinces, et bien sûr, l'Empire ne le pratiquait pas, le libre-échange. Et à chaque fois que l'Empire, intoxiqué par ses propres balivernes, s'est mis à lui-même appliquer le libre-échange, il s'est ruiné. Donc, le libre-échange est enseigné à l'école. Et les gens qui nous gouvernent sont passés dans ce moule mortifère où on apprend aux jeunes gens avec impossibilité d'y résister. Hein. C'est-à-dire que tu es un mauvais élève quand tu prônes pas le libre-échange. Et donc, tu es mal noté, donc tu progresses pas. Donc, pour progresser, il faut être libre-échangiste. Et ce dogme prétend que nous allons nous enrichir avec le libre-échange en ne parlant jamais c'est plus de l'incroyable dépendance, plus fort que ça, c'est de la criminelle dépendance par rapport au marché. Il n'y a pas plus instable qu'un marché, il n'y a pas plus imprévisible qu'un marché, il n'y a pas plus erratique et stupide qu'un marché. Et donc, un marché peut, du jour au lendemain, vous rendre indisponible, et on le voit bien aujourd'hui, indisponible littéralement des produits qui étaient stratégiques. Et donc, nous désindustrialiser, parce que c'est ça que fait le libre-échange, et c'est ça que fait l'Union européenne en nous imposant le libre-échange, c'est nous rendre dépendants comme étaient dépendantes les colonies. C'est-à-dire qu'en fait, le libre-échange, il tiers-mondise ce qu'il applique. Mais c'est criminel, ça. Et il est possible qu'ils le fassent de bonne foi, j'en doute, mais il est possible qu'ils le fassent de bonne foi parce qu'on leur apprend ça à l'école. Donc la crise, c'est pas une crise, c'est une catastrophe qui vient d'une impéritie, d'une sottise criminelle des enseignements économiques et d'un sabordage politique sur lequel on parlera tout à l'heure si on parle de l'Union européenne, qui est la cristallisation institutionnelle de ces... C'est plus que des sottises économiques, c'est des crimes économiques. Le libre-échange et la dépendance, la destruction de nos industries, parce que là, on le voit en matière sanitaire, mais on le verra demain en matière alimentaire. Je veux dire, nous nous sommes industrialisés et on le verra après-demain dans le domaine nucléaire, puisque nous avons Macron, qui est vraiment un traître à la patrie. Ce gars-là a vendu Alstom à nos ennemis, à l'étranger, à des gens qui nous surveillent dans nos moindres mails, qui enregistrent toutes nos conversations téléphoniques, qui enregistrent tous nos mails. Les Américains se comportent comme un empire et comme vraiment une puissance agressive qui pille nos secrets industriels. Et Macron va vendre à ce pays un outil industriel qui est indispensable pour maintenir toute la filière nucléaire, civile et militaire. C'est-à-dire que pour réparer un moteur de porte-avions, de sous-marin ou une turbine, c'est invraisemblable. Pardon. Mais enfin bon, ce que je veux dire, c'est pas une crise sanitaire. C'est le néolibéralisme nous conduit forcément à ça. On nous tiers-mondise et au premier clash, ça se transforme en catastrophe. Voilà. Alors, le terme de tiers-mondisation, ça, je suis d'accord. Et ce que dit Étienne sur le libre-échange total qui fait que finalement, la France devient impuissante et certains, d'ailleurs, pays dits beaucoup moins riches sur plein de critères s'en tirent mieux face à cette crise, justement parce que eux ont gardé des outils de production de type masque, test, etc., dont on a parlé. Là où je mettrais plus de bémol, c'est que effectivement le nombre de morts, chaque mort évidemment est un mort de trop, et on est à 17 000 morts en France, donc des gens peuvent dire que
c'est moins que la grippe saisonnière ou moins que d'autres. Oui, mais ce qu'il faut voir, c'est combien il y aurait eu de morts sans le confinement. Donc c'est difficile de se projeter, et d'autant plus que pour le Covid-19, c'est des morts seulement sur quelques mois, alors que on parle parfois d'autres virus sur une période bien plus longue. Donc c'est difficile d'évaluer. De toute façon, on n'est pas médecin à la gravité, mais beaucoup de médecins quand même insistent sur le couple le taux de contagion et de mortalité du Covid-19 sont importants, et je ne pense pas que ça soit un hasard si tous les pays du monde, de la Chine à la Russie, en passant par même ceux qui étaient réticents à la base, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, se sont mis à faire un confinement plus dur. C'est tout simplement parce que, voyant qu'ils étaient désarmés, parce qu'évidemment, ce que dit Étienne est vrai, dans l'absolu, si la France avait été préparée, si la France avait le nombre de masses de tests nécessaires dès le départ, on n'aurait pas eu besoin de faire un confinement quasiment total, puisque on aurait testé l'intégralité de la population et on aurait isolé uniquement les malades. D'ailleurs, c'est la solution qui marche, qui a été faite par exemple en Corée du Sud, ça a été évoqué en introduction. Mais sauf que pour pouvoir faire ça, il fallait avoir le matériel. Or, le matériel, on ne l'a pas. Et ça, c'est toute la problématique. Et ça met le doigt, justement, c'est le révélateur, c'est ce que dit Étienne, c'est le révélateur sur la responsabilité du libre-échange total. Parce que faut l'expliquer aux auditeurs, pourquoi on ne produit plus dans un système de libre-échange total, pourquoi on ne produit plus les masques et les tests en France, c'est parce que ça va coûter même pas 10 centimes de les produire en Chine. Je suis gentil quand je dis 10 centimes, mais ça coûtera beaucoup plus cher si on le fait en France. Donc si vous êtes dans un système de libre-échange total, vous imaginez que vous avez une entreprise en France de production de masques. Comme vous êtes dans un système de libre-échange total, les autres entreprises peuvent aller justement importer leurs masques depuis la Chine sans droit de douane, sans quota ou rien, et ils vont vous vendre des masques beaucoup moins chers que ce que vous pouvez produire en France. Et donc, si vous êtes une boîte française et que vous continuez à produire des masques en France, vous avez deux solutions. Soit vous mettez la clé sous la porte parce que vous êtes face à une concurrence qui a des prix auxquels vous ne pouvez pas faire face, parce que votre coût de production est bien plus cher en France, soit vous faites pareil que vous importez depuis la Chine si vous voulez survivre. Et donc la grande problématique, c'est tant que vous êtes dans un système de libre-échange total, c'est bien beau les belles promesses qu'on a eues, mais ça s'est vite arrêté, de Bruno Le Maire, d'Emmanuel Macron, qui nous expliquait qu'il allait falloir relocaliser une partie de l'emploi, voire nationaliser certaines entreprises. Mais ça, c'est le beau discours en temps de crise. La réalité, c'est comme j'ai dit, on revenir exactement au même système avant. Et si vous ne remettez pas en cause, fondamentalement, si vous ne mettez pas en place le Frexit, ça reste des beaux discours, puisque dans le cadre européen, qui est un cadre de libre-échange total, on le voit avec tous les derniers accords de libre-échange qui ont été signés, mais il y en a plein d'autres. Il y a eu très récemment le Vietnam, il y a eu le CETA avec le Canada, il y a eu évidemment l'accord de libre-échange avec le Mercosur, et même sans ça, les droits de douane extérieure moyens de l'Union européenne, c'est 2,4%, donc ça ne vous protège pas du tout en fait. Et si vous ne sortez pas justement de l'Union européenne, vous êtes dans un cadre de libre-échange total des marchandises et de libre circulation des mouvements de capitaux, ce qui veut dire que vous pouvez, ça veut dire quoi si on traduit la libre circulation des mouvements de capitaux, ça veut dire que vous pouvez délocaliser sans aucun frais, ou du moins vous n'avez pas, le gouvernement ne peut rien faire si vous voulez délocaliser. Et quand vous avez des droits de douane très faibles, c'est-à-dire que vous pourrez réimporter ces produits qui ont été fabriqués ailleurs, les réimporter en France à moindre coût. Donc tant que vous restez dans ce système-là, dans ce système de l'Union européenne, vous pouvez faire toutes les belles promesses que vous voulez, vous ne relocaliserez pas l'emploi, et c'est fondamental à plusieurs égards. C'est fondamental d'un point de vue d'indépendance. On a dit, Alstom a été évoqué, indépendance énergétique, indépendance alimentaire, indépendance sanitaire. Ça a été dit, 8 principes actifs sur 10 dans les médicaments sont produits en Chine. Il y a plusieurs éléments. Il y a évidemment les souveraineté, un pays qui est capable de produire lui-même les biens essentiels de la nation. Et il y a aussi évidemment une dimension écologique là-dedans, puisque qu'est-ce qu'il y a d'écologique à aller importer des produits fabriqués à des milliers et des milliers de kilomètres de là, ce que vous pourriez faire en France. Et dans tout ça, relocalisation, écologie, il y a aussi évidemment la dimension de l'emploi, parce qu'on sait très bien que si on ne réindustrialise pas la France, on n'arrivera jamais au plein emploi. Les chiffres le montrent, et on a bien vu que la désindustrialisation en France a été une catastrophe. Juste un chiffre pour les auditeurs, pour un emploi industriel, vous avez souvent 2 à 3 emplois de services qui sont liés. Et donc, si vous ne réindustrialisez pas la France, non seulement vous ne pouvez pas être dans une réflexion écologique, de faire ça en local, mais surtout, vous êtes dans une dynamique évidemment de destruction de l'emploi. Et là-dessus, l'Union européenne a une responsabilité écrasante avec le couple libre-échange total, et évidemment
l'euro qui a encore plus nuit à la compétitivité française, mais c'est vraiment ce couple-là qui a mis la France dans les cordes et on en voit aujourd'hui le résultat avec cette crise. Charles-Henri, Oui. quand tu dis libre-échange total, ça donne l'impression qu'il y a plusieurs libre-échanges et que celui auquel nous sommes confrontés serait excessif. Mais c'est un pléonasme. Le libre-échange est un extrême. Le libre-échange est extrémiste. Le libre-échange, c'est une idéologie de totale liberté de circulation des marchandises, des capitaux et Oui, même ça, et des ça c'est le travailleurs. libre-échange total. Parce que Mais non, mais c'est le pourquoi je libre-échange. dis. Bah non, Parce non, que, mais c'est en différent parce fait, que sinon on va répondre autarcie. Et l'idée, mais c'est non, que la mais France, justement, même avant le libre-échange, la France n'était pas en autarcie. Et mais pourquoi oui, je mais dis oui, mais libre-échange total, c'est que ça pose pas de problème d'avoir des échanges avec des pays qui ont les mêmes oui, mais ça normes s'appelle pas le sociales, libre-échange, Charles-Henri. environnementales. Oui, oui, mais Charles-Henri, le libre-échange le, total, c'est de le faire avec il tous faut, les pays du monde. Et ça, il c'est faut une pas hérésie confondre, complète. il faut pas confondre échange et libre-échange. L'échange raisonnable avec les pays en concurrence loyale, ça s'appelle Voilà. pas le libre-échange, ça s'appelle le protectionnisme. Le protectionnisme, c'est se mettre en concurrence avec des pays qui ont les mêmes conditions de production. Le libre-échange, c'est par construction. Il n'y a pas besoin de rajouter intégral ou total. Le libre-échange, c'est un totalitarisme des marchés. C'est une volonté de liquidité totale, c'est-à-dire de fluidité absolue sans plus aucune barrière. Les marchands ne veulent plus d'État dans leurs pattes. Donc c'est complètement contraire à Oui, l'intérêt oui, général, non, mais la mais logique est ça, mais comme dans le protectionnisme, il y a différents degrés. En mais le fait, ce que je voulais dire, protectionnisme, c'était ça juste n'est pour pas l'autarcie. Le non, mais protectionnisme, c'est justement, entre le libre-échange et l'autarcie. c'est pour distinguer, parce que c'est le raccourci facile que vont faire tous les néolibéraux, c'est de dire, donc vous voulez l'autarcie. Non, c'est justement, c'est de montrer que l'hérésie totale, c'est d'avoir des échanges avec l'intégralité des pays du monde sans aucune barrière, sans aucune contrainte. C'est de dénoncer ça. En fait, c'est bien pour ça que j'insiste, parce que le raccourci est trop facile et les adversaires le font assez facilement, de dire, bah, dans ces cas-là, c'est l'autarcie. Donc effectivement, il y a toute une bataille Mais, sémantique, mais je préférais mais non, mais préciser. le protectionnisme est la politique économique modérée qui est entre les deux extrêmes, l'extrême aucun échange qui est l'autarcie et l'extrême dinguerie actuelle avec la liberté totale des marchands sur les marchés qui s'appelle le libre-échange. C'est pas un libre-échange, il n'y a pas de libre-échange modéré. Le libre-échange est une dinguerie d'origine. Alors, c'est comme le libéralisme, hein, c'est un mot qui est trompeur parce que libre-échange, on se dit libre c'est bien, échange c'est bien, et on ne se rend pas compte que l'idéologie libre-échangiste, elle est extrémiste. On ne peut pas dire qu'il y a un bon libre-échange. Il y a un bon échange, ça s'appelle le Oui, bon protectionnisme, échange. c'est-à-dire qu'il faut protéger les échanges pour qu'ils aient lieu dans les meilleures conditions. Et ça n'est pas l'autarcie. Entre deux extrêmes qui sont le libre-échange. Mais ce qui est vraiment trompeur, enfin, à mon avis, il y a vraiment une armurerie intellectuelle à équiper dans le cerveau des gens, entre nous. Il faut apprendre à repérer les bobards des menteurs. Là. Quand ils se disent libéraux, alors qu'ils sont libéraux pour eux, esclavagistes pour les autres, le mot libéral, il est très séduisant, alors qu'en fait, il cache une horreur économique. Et le libre-échange, c'est pareil, c'est un mot qui est séduisant alors qu'il est complètement extrémiste. C'est un totalitarisme des marchés. Donc, quand tu dis libre-échange total, on dirait que tu voudrais sauver le libre-échange. À mon avis, Non, non, c'est-à-dire sauver l'échange, presque une défaite. c'est de dire de sauver l'échange, parce que L'échange, oui, évidemment on est contre l'autarcie, et un pays finalement qui serait évidemment. complètement autarcique Ah, mais favoriserait les rentes en interne et c'est éviterait une autre justement, dinguerie, oui, bien sûr. scléroserait complètement l'économie. Donc c'est vraiment pour se distinguer de ça qu'est la caricature trop facile qu'on fait à chaque personne qui justement remet en cause le libre-échange. Oui, mais Charles-Henri, excuse-moi d'insister. Assimiler le protectionnisme à l'autarcie, c'est aussi déplacé, c'est aussi gênant ensuite pour penser, parce qu'on n'arrive plus à penser si on n'a pas les mots Ah, mais qui c'est vont pas ce que je bien. dis moi, hein. C'est pas ce que C'est je dis moi, aussi, je réponds oui, c'est d'avance ce que disent aux les autres. critiques. Non, mais Ouais. oui, mais si tu veux, ce serait aussi trompeur que de rapprocher de l'autre côté libre-échange et échange. Protectionnisme et autarcie n'ont rien à voir, et libre-échange et échange n'ont rien à voir non plus. Autarcie et libre-échange sont deux dingueries.
Et entre les deux, c'est le protectionnisme qui est astucieux, raisonnable, qui prévoit l'échange en interdisant de faire n'importe quoi, en interdisant la concurrence Le déloyale. dumping, oui. Ouais. Non, ça, c'est sûr. Mais d'accord, mais il faut faire attention aux mots, parce qu'il y a des mots qui, quand on dit libre-échange total, ça veut dire qu'il y aurait un libre-échange qui n'est pas total et qui serait acceptable. Ça, à mon avis, on cède sur un terrain incroyablement dangereux. Le libre-échange est une folie. Outre cette question sémantique qui est très, très intéressante, comment ce libre-échange, on l'abat, entre guillemets, c'est-à-dire comment on récupère, comment on remet des protections. Voilà. Quel est le mode d'emploi? Alors, de mon point de vue, je vais peut-être reprendre avant dessus. Pour moi, en fait, ça va de pair avec ce qu'on a dit de la nécessité de relocaliser, de réindustrialiser. Ça serait de la folie de mettre directement des barrières douanières élevées partout. Il faut faire évidemment filière par filière. Pourquoi il ne faut pas tout mettre dans ce qu'on appelle d'ailleurs le protectionnisme intelligent? Pourquoi on ne va pas mettre des barrières douanières partout tout d'un coup? Parce qu'il y a tout un tas de chaînes de production qu'on ne fait plus du tout en France. Et donc, si on fait tout d'un coup sans stratégie de réindustrialisation au préalable et sans mettre les capacités de production en France, ça veut dire qu'il n'y aura qu'un seul effet, ça va être d'augmenter le coût pour les consommateurs en France. Donc, il va falloir le faire filière par filière parce qu'on ne va pas pouvoir réindustrialiser tout d'un coup, il faut le faire filière par filière. Là où on a des capacités de production qui sont d'ores et déjà là, on va mettre des barrières douanières élevées pour dissuader justement la concurrence déloyale vis-à-vis de tous les pays qui n'ont pas les mêmes normes sociales, environnementales. Donc ça, on peut le faire déjà dès qu'on a les capacités de production qui ne sont pas en France. Mais pour les autres, toutes les capacités de production qu'on n'a plus en France, il va falloir par étapes, au fur et à mesure, et filière par filière, plutôt que de le faire tout d'un coup, ce qui finalement ne reviendrait qu'à faire payer le français moyen, in fine, dans sa consommation. Donc il va y avoir toute une stratégie de le faire strate par strate, filière par filière, pour justement redonner à la France ses capacités de production dans tous les différents secteurs. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est clé, parce qu'on va directement faire les caricatures, en gros, vous voulez barricader la France, etc., ou faire payer les Français. Non, l'idée, c'est de le faire vraiment au fur et à mesure, justement, c'est ce qu'on appelle le protectionnisme intelligent, c'est de le faire à partir du moment où on a les capacités de production en France nécessaires, ou de le faire de façon graduée au moment où on reconquiert des capacités de production. Et là, à ce moment-là, on peut, pour protéger justement ces filières qu'on relance, mettre les barrières douanières. Mais il faut évidemment le faire que quand on a déjà les capacités. Alors, du coup, je me permets, est-ce que c'est pas un peu un raisonnement circulaire? C'est-à-dire que, par exemple, je prends l'exemple des respirateurs. On n'a pas actuellement la capacité de produire des respirateurs parce que ces capacités industrielles sont parties dans des pays où c'était moins cher. Donc, du coup, si on ne met pas une protection douanière, qu'est-ce qui nous empêchera en fait, qu'est-ce qui empêchera en gros les industriels de continuer à ne pas produire en France? Est-ce qu'il faut de la planification étatique avant pour reconstruire un tissu industriel? Oui, il faudra de toute façon un minimum de planification, mais surtout, alors les respirateurs, on en produit déjà en France, il y a notamment Air Liquide qui le fait, mais par exemple, typiquement, protectionnisme intelligent, c'est quoi? Là, on est en pleine période de crise, c'est pas pendant la crise où on va mettre des barrières douanières sur les masques, sur les tests, sur les respirateurs dont on a besoin et dont soit on ne produit pas ou soit on ne produit pas assez en France. C'est juste après la crise, justement, où il faut à ce moment-là mettre des barrières douanières parce qu'on n'est pas dans une situation d'urgence. Et là, à ce moment-là, justement, mobiliser des capacités de production nationale pour le refaire en France. C'est vrai que je parle d'intelligence, c'est exactement l'exemple est très bon parce que si on mettait là aujourd'hui des barrières douanières massives pour les respirateurs, les masques ou les tests, bah c'est simple, comme on n'a pas les capacités de production en France, on ne les aurait pas ou alors on les paierait encore plus cher. Donc ça serait complètement absurde de faire ça. C'est vrai qu'il faut bien le faire de façon graduée. Et effectivement, ça passera par une planification étatique et justement un partenariat entre l'État et les entreprises privées qui veulent se lancer, ou si les entreprises privées qui ne veulent pas, ça devra se faire évidemment par l'État. Exactement. Ce qu'il faut, il faut lire Frédéric List, qui a écrit, qui a expliqué les vertus et les modalités du protectionnisme. Si on veut réindustrialiser le pays, les nouvelles industries, puisque ça va être des nouvelles industries, puisqu'on les a laissées mourir. Les nouvelles industries, donc c'est comme des enfants qu'il va falloir protéger, qu'il va falloir aider, ce qu'interdit absolument l'Union européenne. Donc il faut se foutre totalement de ce que dit l'Union européenne si on ne l'a pas encore quittée. Mais évidemment, il faudra, et là c'est plus que des barrières douanières, c'est autre chose, il va falloir aider les petites entreprises à redevenir des grandes.
avant de les protéger contre la concurrence déloyale. On continuera à les protéger contre la concurrence déloyale, même une fois qu'elles seront grandes par les taxes douanières. Mais à mon avis, c'est par les subventions qu'on va aider les jeunes entreprises, en commençant par les secteurs stratégiques, effectivement. Oui, les subventions et le financement, c'est clair. Oui. Et à mon avis, un mouvement politique qui parviendrait au pouvoir, il faut qu'on en parle après parce que je ne vois pas comment ça va se passer ça. Un mouvement politique comme l'UPR qui arriverait au pouvoir devrait faire un référendum au tout départ pour prévenir les gens que ça va être dur et pour avoir leur accord. C'est-à-dire que, est-ce que vous êtes d'accord? Le début de la réindustrialisation va pas être facile parce qu'on va plus avoir les téléphones à bon marché, les ordinateurs à bon marché, tous les produits high-tech, là, on va plus avoir à bon marché. Par contre, on va reconstruire notre capacité, il faudra 10 ans, il faudra peut-être 15 ans, pour redevenir capable de produire ce dont nous avons besoin et nous émanciper de l'incroyable dépendance dans laquelle nous ont fourvoyé nos maîtres depuis 40 ans. À mon avis, le gouvernement ne pourra pas faire ça en l'imposant sans demandant leur avis aux gens. Il faudra vraiment les consulter, peut-être même pas seulement une fois, mais à chaque fois qu'il y aura un coup de collier à donner. Mais pour moi, la question étant comment on sort du libre-échange, le libre-échange, pour moi, c'est l'idéologie des marchands. Donc, les marchands ne veulent pas de contraintes, ils veulent aucune contrainte. Les marchands veulent faire du profit, et c'est nos limites, quoi. Ils iront jusqu'à ce qu'on leur mette une limite. Depuis qu'ils ont pris le pouvoir au XVIIIe siècle, fin du XVIIIe, les révolutions bourgeoises, qu'on appelle les révolutions bourgeoises, c'est la prise du pouvoir par les marchands. Et les marchands ont alors pas tout de suite, mais progressivement, ils se sont débarrassés des États, ils se sont débarrassés des contraintes étatiques. Et là, aujourd'hui, on est dans un état terrifiant parce qu'ils ont pris toutes les manettes, les marchands. Les marchands ont colonisé notre imaginaire et ils ont colonisé tous les lieux de décision. Donc, le libre-échange, c'est leur idéologie chimiquement pure, mais on ne pourra pas en sortir sans leur reprendre le pouvoir. Le problème, c'est qu'ils ont pris le pouvoir par l'élection. Et là, j'ai vraiment une question à poser à Charles-Henri, que je pose à l'UPR, c'est que parce que le même mouvement que moi, je soutiens l'UPR depuis toujours, je trouve qu'il y a quelque chose de remarquable dans le travail que fait l'UPR contre l'Union européenne, un travail d'éducation populaire sur les méfaits gravissimes de l'Union européenne. Donc, je fais ce que je peux pour défendre ce mouvement, sans y être, parce que je trouve je ne suis pas d'un parti politique, mais je trouve que c'est salutaire. Et par contre, le même mouvement, à la fois m'explique, quand François Asselineau explique, et c'est rigoureux comme démonstration, que tous les médias ont été achetés par les plus riches, et que la corrélation entre le passage dans ces médias et le résultat à l'élection est presque parfaite. Il n'y a pas une ressemblance des courbes des résultats aux élections avec les courbes des passages dans les médias préalablement. Ce n'est pas une ressemblance, c'est presque une identité de courbe, sauf pour les partis très militants, où là on arrive à faire un peu mieux que les passages dans les médias, mais vraiment la proximité des courbes est terrible. C'est comme on sent qu'il y a là un piège. Les riches, en achetant les médias, se sont mis à l'abri de toute victoire populaire, c'est-à-dire qu'on va perdre toutes les élections. Et ça, François l'explique très bien. Alors comment ça se fait que ce même mouvement qui m'explique qu'on ne peut pas gagner l'élection si on n'a pas les médias avec nous, et il m'explique en même temps qu'il veut gagner l'élection. Charles-Henri, là-dessus? Alors là-dessus, de toute façon, en fait, pour moi, il y a plein de motifs d'espoir. Premier motif d'espoir, c'est justement, enfin, il y en a même deux récemment. Il y a la victoire au référendum de 2005, et il y avait 80%, plus de 80% du temps de parole dans les médias qui étaient pour les partisans du traité, enfin de la Constitution européenne, et ils ont perdu malgré ça. Il y a le référendum sur le Brexit, où même si le débat était bien plus équilibré qu'en France dans les médias britanniques, il y avait quand même une majorité des médias, surtout les médias audiovisuels, qui faisaient campagne contre le Brexit, et le Brexit a gagné. Et surtout, il y a un aspect générationnel. Le corps électoral en France est relativement âgé, mais quand on regarde, et ça c'est motif d'espoir, les jeunes générations regardent de moins en moins la télé, et les gens se renseignent de plus en plus par Internet. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le poids des grands médias va mécaniquement s'éroder au cours du temps, et après, tous les passages de façon médiatique qu'on peut avoir, il n'empêche que ces passages-là, ce qu'il faut faire, c'est les réussir le mieux possible
et entre guillemets marquer les gens, même si on connaît l'impact du temps de parole et surtout du temps d'antenne, parce que les gens regardent de moins en moins les questions politiques et autres, et des fois ils vont voter selon s'ils entendent des commentaires d'un tel ou un tel, et dans ces commentaires-là, l'IPR n'existe pas. Donc il va falloir vraiment continuer évidemment d'investir Internet et de faire nous-mêmes, c'est l'idée d'ailleurs, de faire des vidéos comme on fait massivement sur Internet pour essayer de toucher cet autre public-là et d'essayer de gagner, entre autres grâce à Internet. Il faut d'ailleurs savoir que même en soi, normalement, il y a de telles barrières politiques pour créer un parti politique en France que l'UPR, c'est quelque chose qui n'aurait même pas dû avoir lieu. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun parti nouveau créé en France qui est cette taille-là ou qui est réussi, qui n'avait pas auparavant d'appui politique. Quand je dis politique, c'est l'émanation d'un ancien parti politique. C'est d'appui médiatique ou financier. C'est le cas, par exemple, d'En Marche avec Emmanuel Macron. Donc, c'est déjà une anomalie en soi. Et ça a été rendu possible grâce à Internet. Et je pense que, de toute façon, il ne faut pas désespérer. Sinon, on dit qu'on baisse les bras et puis qu'on attend de voir et que rien n'arrivera. Je pense qu'il faut continuer, que Internet est un espoir de taille et le référendum de 2005 ou le référendum sur le Brexit, la victoire du Brexit Party aux élections européennes au Royaume-Uni, sont là pour montrer qu'il y a des motifs d'espoir et de toute façon, on peut toujours faire mieux et c'est en s'améliorant, malgré les médias et malgré le temps de parole dans les médias, qu'on arrivera justement à faire quelque chose et à faire changer les mentalités. Et aussi, il n'y a pas que les médias, il y a les événements qui donnent ou non raison. Et moi, je pense que le Brexit sera mine de rien un déclencheur parce que ce sera une réussite. Je pense que le Brexit sera une réussite. Et ça, mine de rien, ça va amener à tous les pays qui restent dans l'Union européenne à se poser des questions. On n'est pas à l'abri d'un Italexit non plus, parce que le pays est de plus en plus eurosceptique. Et donc, quand il y a des modèles, c'est très différent. Avant, il n'y avait aucun pays qui était sorti de l'Union européenne. Et donc, quand on expliquait aux gens qu'il fallait en sortir, les gens nous prenaient complètement pour des dingues, etc. Mais là, un grand pays comme le Royaume-Uni qui sort, et en plus qui s'en sortira bien, je pense que ça sera, malgré les médias, justement, déjà un exemple à suivre et que ça donnera des idées à beaucoup de pays et je l'espère évidemment à la France et aux Français. Et tu parlais des événements qui pourraient justement renverser la situation. Est-ce que tu penses que ce qu'on vit actuellement, en faisant ressortir de manière crue et évidente aux yeux de tous les manquements, on a parlé tout à l'heure de tiers-mondisation, voilà, les manquements des infrastructures françaises notamment, mais aussi dans toute l'Europe, est-ce que tu penses que ça peut être un pivot dans l'opinion européenne ? Oui, on voit déjà les sondages en France, les gens ont des envies justement de relocalisation. Et là, on va rentrer dans le dur, parce qu'après la crise, si jamais, mais je ne crois pas beaucoup en ce gouvernement, si jamais le gouvernement veut le faire, on va directement se heurter aux contraintes européennes. Et donc ça sera un révélateur pour les gens, mais le pays pour lequel j'ai le plus d'espoir d'une sortie à court terme, c'est l'Italie, parce que les Italiens ont bien vu, les Italiens ont été complètement abandonnés par l'Union européenne, et donc ils se sont rendus compte, quand ils sont appelés à l'aide, il n'y a pas un pays européen qui les a aidés, même l'Allemagne interdit à l'époque les exportations vers les autres pays, personne ne les a aidés, qui sont venus les aider, c'était la Chine, la Russie, Venezuela, Cuba. Et surtout, les Italiens, là, vont être dans le dur financièrement. Donc, j'ai écrit un article là-dessus, enfin, j'ai coécrit avec Alexandra Phillips du Brexit Party un article sur le fait que le Covid-19 pourrait amener l'éclatement de la zone euro. Et l'épicentre de cet éclatement, ça serait l'Italie, parce que l'Italie va arriver avec une dette à la fin de l'année qui va dépasser les 150%. Et donc, théoriquement, ce qui va se passer, c'est que son taux d'emprunt est censé augmenter fortement. Et ce qui va se passer, c'est qu'il aura le choix entre deux choses. C'est-à-dire, soit il va utiliser le MES, le mécanisme européen de stabilité, mais s'il fait ça, c'est exactement ce qui est arrivé à la Grèce, avec les prêts successifs de l'ancêtre du MES en 2010, mais après du MES en 2012 et 2015, il y avait pour 289 milliards de prêts. Mais en face de ça, c'est pas juste un prêt via le fonds de garantie du MES qui amène des taux d'intérêt réduits par rapport à ce que l'État seul pourrait obtenir. En face de ça, ça amène une mise sous tutelle totale des politiques économiques et sociales du pays. Alors, il y a déjà évidemment une mise sous tutelle qui existe via les GOPE, les grandes orientations des politiques économiques, mais au moins dans les GOPE, il y a l'illusion, le gouvernement amène son budget à l'Union européenne, un peu comme l'élève qui amène sa copie au maître, et là, l'Union européenne va lui faire ces fameuses recommandations et va lui demander des modifications là ou là. Avec le MES, c'est encore plus simple.
l'élève amène pas sa copie au maître, le maître donne directement la copie à l'élève et lui dit ton budget c'est ça et c'est ça que tu vas appliquer. Et donc l'Italie aura ce choix cornélien qui va être soit on prend le MES pour pouvoir continuer à se financer, et auquel cas on devient un pays mis en esclavage, exactement comme ce qu'il y a eu en Grèce, ou alors on reprend en main pour avoir des prêts importants, on reprend en main notre souveraineté monétaire, on reprend la lire, et notre banque centrale, la Banque centrale d'Italie, va financer directement le gouvernement justement pour éviter des taux d'emprunt prohibitifs. Et donc ça va être la vraie clé, ça va être le dilemme qu'il va y avoir en Italie, où la reprendre justement la lire et reprendre sa souveraineté monétaire avec la Banque centrale italienne qui financera directement le gouvernement italien, voire via des avances pour éviter de payer des taux d'emprunt prohibitifs. Et donc, ça va être ce choix-là qui va se poser. Je disais que le gouvernement actuel, qui est une alliance entre le mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate qui est très pro-européen, on ne sait pas s'ils feront ce choix-là, même si l'électorat italien pousse de plus en plus. Mais ce qui est réjouissant, en tout cas, c'est qu'il y a eu 2 sondages récents en Italie. Il y en a un qui montrait sur la sortie de l'Union européenne que le maintien ne gagnerait qu'à 51-49 et avec plus 20%, c'est sur ça qui est important, enfin plus 20 points en faveur de la sortie de l'Union européenne. Et il y avait un autre sondage qui montrait carrément l'Italexit en tête parmi les Italiens. Donc ça laisse présager quoi? Ça laisse présager qu'aux prochaines élections générales italiennes, ce sera peut-être la coalition avec Matteo Salvini qui gagnera. Et lui a déjà dit que, vu la situation et ce qui s'était passé, il était vraiment vraisemblable et légitime, s'il était élu, de faire un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Donc je pense que cette crise du Covid-19 a ouvert les yeux des Italiens sur ce qu'était l'Union européenne, le fait qu'il n'y a pas de solidarité européenne, et le fait qu'au contraire, contrairement à tout ce qui a été dit, le plan de 500 milliards de l'Union européenne, ce n'est pas des transferts, ce ne sont pas des dons, ce n'est pas de l'aide, ce sont des prêts qui vont être soit une mise sous tutelle, ou soit des prêts qu'il faudra rembourser. Et ça, les Italiens commencent à en être conscients, et on peut s'en réjouir sur le continent et en France. Charles-Henri, Oui. est-ce que tu peux pointer dans les GOPÉ les paragraphes, les lignes, les numéros, les années où l'Union européenne nous impose de détruire des lits chaque année? C'est écrit comment? C'est dit comment dans les GOPÉ, dans les dernières, les plus récentes? Dans les GOPÉ les plus récentes, à chaque fois, évidemment, ils ne mettent pas texto au niveau des lignes, mais ils mettent à chaque fois, chaque année, ils nous disent qu'il faut réduire les dépenses publiques. Et évidemment, pour réduire les dépenses publiques, ils ne le disent pas forcément dedans, c'est plus dans le préambule qu'il faut aller lire. Ils disent à chaque fois ce qui est vrai, étant donné que les dépenses de l'État en pourcentage du PIB ont plutôt diminué sur 20 ans. Les dépenses des collectivités locales ont un peu augmenté, mais c'est un peu un jeu de bascule entre État et collectivités locales avec la décentralisation, mais c'est grosso modo assez linéaire sur 20 ans. Et qu'est-ce qui a augmenté? C'est les dépenses sociales. Dépenses sociales parce que dépenses de santé, dépenses de retraite, comme on a plus de personnes âgées, c'est logique que ces dépenses publiques augmentent. C'est les dépenses sociales. Et l'Union européenne explique que pour baisser les dépenses publiques en France, il va falloir baisser les dépenses sociales. Et là, il pointe effectivement beaucoup plus précisément les retraites, la fameuse réforme des retraites qui a eu lieu, et évidemment la santé. Et quand on dit la santé, c'est en particulier justement les hôpitaux publics qui sont de plus en plus gérés comme des entreprises privées et qu'il faut faire des économies et des économies pour pouvoir les faire tourner. C'est exactement ce qui a eu lieu, puisque le nombre de lits en 20 ans en France, je crois, on a diminué quelque chose comme 45 000 lits. Et si on regarde en Italie, c'est exactement la même chose. Il y a des courbes où on voit que sur 20 ans, le nombre de lits par habitant s'est effondré. Divisé par 10. Voilà, il en reste 1 sur 10, c'est fou. C'est fou. Alors, je sais pas si j'ai pas ce chiffre de 1 sur 10, donc je te fais depuis confiance 75, dessus, mais moi depuis 75, depuis 75. de l'OCDE. En tout cas, voilà, ça s'est littéralement effondré en France et en Italie. Et donc ça, c'est directement lié, disons, aux GOPÉ, en sachant que les GOPÉ, au début, n'avaient qu'un caractère, comme c'est dit, de recommandation. Mais à partir du TSCG, justement, de 2012, il y a entre autres un règlement européen qui le dit, c'était plus seulement des recommandations, et c'était plus seulement la carotte, il y a eu le bâton derrière, et le bâton, ça a été de dire que si ces grandes orientations des politiques économiques ne sont pas mises en œuvre, il y a une amende possible du gouvernement en question, en l'occurrence le français, de 0,2% du PIB, donc c'est énorme pour la France, c'est 4,6 milliards d'euros. Et d'ailleurs, c'est pourquoi que les GOPÉ, des fois, les gouvernements traînent un peu des pieds 1 ou 2 ans pour les appliquer, mais ils finissent toujours par être appliqués. Et quand la coalition italienne est arrivée au pouvoir
entre la Ligue de Salvini et le mouvement 5 étoiles. Ils avaient voulu faire un gouvernement de relancement austéritaire, etc. Et justement, l'Union européenne les a forcés à retoucher leur budget, les a menacés de cette fameuse amende des 0,2%. Donc, contrairement à ce que disent des fois certaines personnes, les GOPÉ finissent justement à chaque fois par s'appliquer. Donc, soit vous acceptez ce cadre européen, ou soit vous vous en soustrayez. Pour s'en soustraire, il n'y a pas 36 solutions. Ça passe évidemment par une sortie finale des traités, donc un Frexit. Charles-Henri, quand tout à l'heure tu as dit l'Italie devrait sortir de l'euro et sa banque centrale pourrait financer directement le gouvernement. C'est ce que fait le Royaume-Uni d'ailleurs en ce moment. Ouais. Et alors, c'est quelque chose c'est un sujet que j'aimerais bien qu'on évoque, si tu veux bien, Oui. tous les deux, sur ce que ferait la France Est-ce que je peux me permettre d'introduire ce sujet via l'impact économique de la crise? Et on parle de ce... Oui, ça peut être lié, ça fera une bonne transition avec le Royaume-Uni, parce que c'est exactement ce que fait le Royaume-Uni pour amortir la crise et pour financer les dépenses additionnelles. Le Royaume-Uni, la Banque centrale, la Banque d'Angleterre, va financer directement le gouvernement pour toutes les dépenses qui ont trait au Covid-19, sans passer par les marchés financiers. Et on pourrait expliquer pourquoi c'est une méthode qui est bien plus vertueuse que les quantitative easing que font par exemple la Banque centrale européenne et d'autres banques centrales. Oui, parce que là, résumons ce qui se passe. On a une économie qui est à l'arrêt pendant un mois, 2 mois, tu l'as dit, c'est peut-être 6-15 points de PIB qui vont disparaître dans l'année. Du coup, il n'y a pas beaucoup de choix, c'est-à-dire que soit on laisse toutes les entreprises qui faire faillite, et je pense que personne aujourd'hui n'envisage sérieusement cette solution. Du coup, il faut en gros payer l'addition, il faut aller sauver ces entreprises. Et la vraie question est de savoir du coup qui va payer l'addition finale. Est-ce que l'État va du coup financer les entreprises? Est-ce que c'est ensuite la Banque centrale européenne qui, via du quantitative easing, va refinancer les États et en gros faire marcher la planche à billets européenne? Est-ce que c'est une solution qui fait l'unanimité en Europe? Est-ce qu'il n'y a pas des pays, je pense notamment à l'Allemagne, qui s'opposent à cette idée-là? Et du coup, est-ce qu'on n'est pas finalement au bord d'un effondrement de l'euro? Alors, il y a plusieurs questions là-dedans, parce que disons que le fait des dépenses supplémentaires, faut pas croire que les mesures actuelles du gouvernement vont prévenir des faillites. Il va quand même y avoir des faillites, parce que les mesures actuelles, c'est quoi? C'est financement du chômage partiel par l'État, mais pour ce qui est du reste, il y a d'autres dépenses courantes que peuvent avoir que les entreprises hors salariés. L'entreprise n'a pas que des coûts salariaux, et donc ces entreprises continuent à avoir des coûts sans activité en face. Et ce qu'assure le gouvernement, c'est de garantir des prêts aux entreprises, mais les prêts doivent bien être remboursés après, et il y a plein d'entreprises qui vont finir par mettre quand même la clé sous la porte malgré les mesures. Après, il y a la question du financement de ces mesures. Il y a deux options, grosso modo. Est-ce que fait, en plus du MES dont on a parlé, et d'autres fonds qui sont payés sur le budget européen, mais sur le budget européen, c'est de l'argent des contributeurs nets, et donc de la France et de l'Italie, entre autres. Il y a la politique de la BCE pour essayer de faire baisser justement les taux, et dont les taux italiens dont je parlais, qui est la politique du quantitative easing. Mais pourquoi c'est complètement stupide, le quantitative easing? Parce que les banques centrales achètent sur le marché secondaire des émissions des États qui avaient déjà été achetées avant par des banques commerciales. Donc, c'est-à-dire que cet argent, finalement, il n'est pas donné directement aux États. Voilà, il est donné, il fait baisser les taux d'intérêt en rachetant des obligations d'État aux banques. Et les banques, qu'est-ce qu'elles font quand vous avez une économie qui est à l'arrêt, des entreprises qui sont à deux doigts de la faillite? Elles vont pas prêter massivement de l'argent aux entreprises, ou à part là un petit peu comme ils sont garantis, en se disant que quoi qu'il arrive, sinon l'État paiera. Mais ce qui va se passer, c'est que cet argent-là va aller sur les marchés d'actifs les plus rentables, donc les marchés boursiers, marchés immobiliers, ce que vous voulez. Mais disons que ça ne va pas aller forcément directement dans l'économie réelle, c'est même rarement le cas, comme on l'a vu avec tous les quantitative easing passés. Et la solution britannique, qui est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus sensée, la Banque d'Angleterre, il y a un accord avec le Trésor britannique, la Banque d'Angleterre a expliqué qu'ils allaient financer directement toutes les mesures qui avaient trait au Covid-19. Et donc cet argent-là, ils vont acheter directement la dette du gouvernement anglais, et le gouvernement anglais, lui, va investir directement dans l'économie réelle. Économie réelle dit soutien de l'offre et soutien de la demande, pas seulement de l'offre.
En fait, ce qu'il faudrait là, en Angleterre, ils font un quantitative easing for the government, mais il nous faudrait un quantitative easing for the people. Il faudrait donner de l'argent aux gens, donner, pas prêter, Alors, ça, le problème, donner c'est que de c'est, l'argent aux oui, gens. mais Et que ça peut être ce fait par sera le gouvernement. inflationniste et ce sera, oui, mais sur ordre du gouvernement, la banque crée l'argent, mais for the people, not for the banks. Après, Et même pas moi, je suis d'avis de le donner au gouvernement. Après, c'est au gouvernement, justement, de qui le peut distribuer en équilibrer, voilà, favorisant tel et tel acteur. exactement, Oui, les gens et oui. surtout de le faire avec un équilibre d'offre et de la demande. Parce que le truc qu'a fait Trump d'hélicoptère monnaie, de donner via la Banque centrale directement de l'argent aux Américains, le problème, c'est que si l'offre ne suit Ne pas peut pas au même suivre, ça rythme que fait de la demande, l'inflation. ça fait que de l'inflation. Donc il faut vraiment un Oui, équilibre et le gouvernement, logiquement, est le mieux placé pour le faire. Et donc un financement direct, ce que fait la Banque d'Angleterre, je pense, c'est ce que devrait faire un gouvernement français, justement, indépendant qui est sorti de l'euro. Typiquement, toutes les mesures qui sont pour le Covid-19 pourraient être financées directement de la Banque de France à l'État. Et c'est ce qui serait beaucoup plus vertueux que de faire un énième quantitative easing qui a montré que ça ne servait à rien quand il y a une relance de l'économie réelle. C'est le contraire, ça fait exploser les marchés d'actions et la spéculation sur les marchés d'actifs. Donc clairement, le Royaume-Uni, après le Brexit, redonne une autre leçon au continent de comment il faudrait le gérer d'un point de vue, évidemment, d'un point de vue économique, parce que d'un point de vue de la gestion sanitaire, le gouvernement britannique a aussi fait quelques erreurs, comme d'autres sur le continent, mais d'un point de vue gestion économique de la crise, je pense que cette solution mise en place par le Royaume-Uni est la bonne et devrait donner justement des idées pour la France d'après. On parlait tout à l'heure de la réindustrialisation et évidemment qu'il fallait, comme le disait Étienne, financer toutes les boîtes pour les aider justement à se lancer, à reconquérir ces capacités de production qui ne sont plus d'actualité en France, comme ça a été délocalisé. Ben, il y aura évidemment une question de financement et ça, on pourra avoir justement avec des subventions d'État via du financement par la Banque de France. Et ce qu'il faut vraiment réaliser, c'est que quand on fait du quantitative easing for the banks, quand la banque centrale rachète des titres aux banques commerciales, des titres pourris qui ne valent plus rien, quand elle les rachète à prix d'or, c'est exactement comme si elle donnait, la Banque centrale européenne, c'est comme si elle donnait de l'argent aux banques, c'est comme si elle donnait de l'argent. Donc c'est incroyable quand même, ces gouvernements acceptent qu'on donne des milliers de milliards aux banquiers qui devraient être en prison pour faillite frauduleuse. Et ils refusent de donner, mais le dixième suffirait de donner. Il suffirait de donner le dixième de ce qu'on a donné aux banques, mais de donner aux populations pour relancer la demande. C'est vraiment l'inflation que ça va créer est d'abord dérisoire et ensuite pas problématique. L'inflation n'est problématique que quand il y a pas d'indexation. Mais précisément, les mêmes gouvernements ont supprimé l'indexation des salaires, l'indexation des loyers. Ils ont supprimé l'indexation, faisant de l'inflation un fléau. Mais on a l'antidote au fléau. L'indexation des salaires sur les prix permet de ne pas souffrir de l'inflation. L'inflation, c'est un signe d'activité qui est nécessaire et on n'en a pas assez là en ce moment. On a un problème de demande. À force de baisser les salaires, à force de contracter le soi-disant coût du travail, on n'a plus l'activité économique qui est en train de s'arrêter. Et c'est parce qu'on n'a pas de demande. Il faut relancer les salaires. Quantitative easing for the people, dire que c'est inflationniste, mais on s'en fout complètement. On va indexer tous les contrats, pas seulement les salaires d'ailleurs, hein, les pensions, tous les revenus vont être indexés sur l'inflation de façon à ce qu'il n'y ait pas d'injustice avec l'inflation, de façon il ne faut pas que ce soit une injustice dans l'autre sens non plus, hein, il faut gommer l'inflation pour qu'il y ait plus d'augmentation des prix réels. Mais du coup, Étienne, tu es d'accord que si on doit indexer une monnaie sur des C'est pas la situations monnaie qu'on économiques, indexe. pardon, C'est si on pas indexe les salaires mais sur une tous les situation contrats. locale, Oui. ça peut plus fonctionner avec en gros une monnaie qui est partagée par autant de pays qu'il y a de situations économiques. Mais c'est une folie d'avoir des monnaies qui sont traitées comme des marchandises et qui s'échangent sur des marchés comme si c'était des voitures. C'est une dinguerie. Une monnaie, c'est un étalon de valeur. Donc ça doit pas changer au gré des marchés.
le passage au change flottant est une folie, une dinguerie. Et c'est quoi, toi, ton système monétaire idéal, Non, mais justement? il faut des changes fixes, il faut un contrôle des changes. Enfin, si tu veux acheter de la monnaie marocaine, tu vas pas pouvoir. Le roi du Maroc, il est souverain, il va te dire, mais pourquoi tu veux des dinars? Il va pas te laisser acheter de la monnaie pour aller spéculer avec. Un État souverain ne laisse pas sa monnaie fluctuer au gré des caprices des marchands. C'est une folie d'avoir fait de la monnaie une marchandise. Il faut qu'on puisse contrôler l'échange. Il faut revenir à un contrôle d'échange, ça va avec la souveraineté. Et par rapport au programme de l'UPR, il me semble que tu avais une question là-dessus, du coup. Alors, oui, mais c'est autre chose. C'est-à-dire que l'UPR est un pays qui défend la souveraineté de la France. Très bien. Et donc de sortir de l'Union européenne, qui est la négation de la souveraineté de chacun des pays membres. Très bien. Et donc il est question de sortir de l'euro, évidemment, et de revenir au franc. Très bien. Et quand j'entends Vincent Brousseau, qui est le monsieur Monnet du mouvement, me dire, mais il n'est pas question de rendre à la Banque centrale française le pouvoir de création monétaire, j'ai plein de warnings qui s'allument et je dis, je voudrais parler à François Asselineau, à Vincent Brousseau, je voudrais leur parler pour leur poser la question, comment est-ce que vous allez faire un pays souverain si vous laissez la création monétaire aux banques privées? On sera sorti de la prison européenne, mais on sera encore dans la prison française, la prison nationale, l'abandon de souveraineté qui a été pour Napoléon le fait de construire la Banque de France comme un outil privé au profit des 200 familles qui se sont goinfrées avec jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et puis on y retourne, on a perdu cet outil. On l'a perdu, on l'a jamais eu d'ailleurs, hein, pratiquement très peu de temps. On a eu pendant les 30 Glorieuses, parce que De Gaulle, pendant les 30 Glorieuses, par le circuit du Trésor qui avait été mis en place par Bloch-Léné, c'était très astucieux. Bon, c'était un pis-aller, c'était pas une banque centrale qui faisait ce que l'État lui dit. On obligeait les banques commerciales à prêter à l'État à des taux inférieurs ou égaux à l'inflation. Donc, c'était des taux administrés, et ça revenait à avoir de l'argent gratuit. Donc, c'était pas par la Banque centrale directement, mais le circuit du Trésor avait permis à l'État de se financer sans charge d'intérêt. C'est ça l'enjeu majeur. Et quand Vincent me dit, alors finalement, on a réussi à se parler, c'était pas en public, je voulais pas que ce soit en public, mais donc on s'est parlé pendant plus de 3 heures, hein. Et ça lui hérissait les cheveux sur la tête de penser que je réclamais que la Banque centrale devienne un outil de la puissance publique. Alors il disait, vous voulez fusionner la Banque centrale avec l'État. Oui, je veux que l'État soit sous contrôle citoyen, mais j'ai besoin que la Banque centrale soit capable, soit un outil souverain pour financer les projets du gouvernement. Et si on doit passer par les caprices des banques privées, je vois un nouvel abandon de la souveraineté. Alors, ma question, c'est celle-là, c'est qu'est-ce qu'on fait? L'UPR gagne les élections, on sort de l'Union européenne et de l'euro, mais qu'est-ce qu'on fait sur le plan de la création monétaire? Est-ce qu'il faut encore que ce soit les banques privées qui soient les arbitres de la création monétaire et du financement des projets? Parce que si on reste, parce que si on reste dans cette situation-là, pour moi, on n'est toujours pas souverain. C'est les banques qui sont souveraines. C'est celui qui dit oui, je finance ou non, je ne finance pas, c'est lui qui est souverain. Et alors, par contre, quand Charles-Henri disait tout à l'heure, l'Italie devrait sortir de l'euro et sa banque centrale financer directement le gouvernement, là, je retrouve ce que Vincent appelle, lui, il est banquier de formation, donc pour lui, c'est une hérésie. Mais pour moi, citoyen, c'est pas une hérésie, c'est indispensable. Je voudrais savoir ce qu'en pense Charles-Henri. Il est sur quelle position là-dessus? La Banque centrale, elle peut financer le gouvernement ou pas? Il y a certainement, sur la création monétaire, je pense qu'il y a un quiproquo des termes, mais je vais expliquer. Sur le financement, ça c'est au programme de l'UPR depuis 2011 que la Banque de France
prête directement à l'État et aux collectivités locales. Donc, d'ailleurs, c'est possible parce qu'on sort des contraintes du traité de Maastricht qui interdit ça. Donc ça, Et il n'y a donc pas sans charge d'ambiguïté d'intérêt. là-dessus. Et donc sans charge d'intérêt, puisque l'intérêt éventuellement qu'on paye Oui, à de la toute Banque façon, centrale, mais de toute façon, ça l'intérêt, devient une ressource et la Banque centrale, c'est un c'est nous. dividende à l'État après, de toute façon, donc ça revient dans Voilà. le même circuit. Il y a pas, ça, c'est même Oui, pas oui. l'enjeu, mais c'est le fait que l'État, enfin, la Banque de France puisse prêter directement à l'État. Après, à la question de la création monétaire, là, le problème, c'est que maintenant, la Banque de France est publique depuis 45. Le problème, c'est qu'elle est sous la tutelle de la BCE dans le cadre de l'euro. Mais une Banque de France qui revient indépendante, qui sort du système de l'euro, la création monétaire, parce que la vraie création monétaire, c'est la création de monnaie centrale. Et la monnaie centrale, il y a d'ores et déjà que la banque centrale qui a le droit de créer de la monnaie centrale. Ce que créent les banques commerciales, ce n'est pas de la monnaie centrale, c'est de la monnaie d'ailleurs qui est supprimée, qui n'existe pas. C'est pas de la création monétaire, elle est supprimée au moment du remboursement de l'emprunt. Donc ce n'est pas la création monétaire, c'est supprimé, ça n'existe pas, et c'est même supprimé avant, puisque quand quelqu'un va faire un prêt, donc la banque effectivement va créer de la monnaie, mais qui n'est pas de la monnaie centrale, et c'est un truc qui est amené à être supprimé. Et quelqu'un qui va après dépenser son argent ailleurs et chez un client d'une autre banque, bah, les banques entre elles vont se payer en monnaie centrale. Et cette monnaie centrale, il n'y a que la banque centrale qui peut la créer. Et pour empêcher justement, finalement, la question, c'est de gérer le système et la cadence des prêts. La Banque centrale a déjà des outils pour pouvoir contraindre les banques commerciales. Et encore une fois, c'est la vraie création monétaire. Il n'y a que la Banque centrale qui est Mais, habilitée à la faire et à créer de la monnaie centrale. Mais Charles-Henri, elle peut tu déjà peux pas. contraindre via des taux de refinancement, des taux de réserve. Et tout prêt d'une banque commerciale, c'est une écriture comptable qui crée, mais ce n'est pas de la création monétaire puisque Mais si, c'est Charles-Henri, supprimé directement en fait. Et cette mais banque, non. quand il y a un paiement de son client dans une autre banque, elle ne peut pas payer une autre banque avec cette monnaie-là qui nique, donc elle le crée, elle ne peut payer Oui, qu'en oui, monnaie non, centrale. Et il n'y a que d'accord, la mais banque centrale qui puisse la créer, donc la création non, monétaire. C'est déjà la banque centrale qui la détient et la banque centrale, non, de toute non, façon, non, a les non, moyens de contraindre justement non. pour qu'il y ait plus ou moins de prêts et plus ou moins de Charles-Henri, ces lignes comptables qui sont supprimées. Charles-Henri, il y a une erreur, excuse-moi. Je vais insister là, je vais insister. Tu peux pas dire que la création monétaire est le monopole déjà de la Banque centrale sous prétexte qu'elle est la seule à créer de la monnaie Centrale, centrale si, si. et que finalement les banques commerciales créent autre chose qui n'est pas de la monnaie. Tu peux pas dire ça. Bah si, d'ailleurs, c'est Euh, supprimé. mais non, Ce qui n'est pas le cas de mais la oui, monnaie mais c'est pas. centrale. Non, mais c'est pas parce que c'est supprimé que c'est pas de la monnaie. Ce que te prête la BNP, enfin, elle ne te le prête pas d'ailleurs, elle te fait crédit. Parce que quand on prête, on se dessaisit de ce qu'on prête. Alors que là, quand les banques commerciales nous prêtent de l'argent, elles ne prêtent rien, elles ne se dessaisissent pas. Elles créent la monnaie au moment du prêt et elles la détruisent au moment du Oui, remboursement. donc Mais il n'y a pas ça de ne te création permet monétaire. pas. Mais bien sûr que si. Il y a création Non. monétaire et il y a destruction monétaire. Et ce processus-là, ça devrait être l'État qui le fait. Il n'y a aucune raison que ce soit les banques privées, parce que l'enjeu, Charles-Henri, c'est le seigneuriage. Tu peux pas dire que la monnaie que nous utilisons tous les jours, c'est pas de la monnaie. 90%, tu m'entends, 90, même 93, suivant la façon dont on fait les calculs. Non, mais il y a pas que La les billets, il y a pas que 90, les billets, il y a pas que les non, non, je te parle pas des billets milliers. qui sont de la monnaie Non, non, je centrale, te hein. parle de l'argent sur les comptes. Je te parle de l'argent sur les comptes. Oui. La monnaie que nous utilisons, 90% de la monnaie que nous utilisons, c'est de la monnaie créée par les crédits. Donc, tu peux pas dire que c'est pas de la monnaie. Tu peux pas Non, 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 réduire la monnaie à la banque centrale, à la monnaie centrale. c'est pas monnaie scripturale égale monnaie centrale. Ça marche pas comme ça. Et d'ailleurs, Non, mais je te dis pas ça. Je te dis simplement que la pour, monnaie, pour- parce que notre monnaie, c'est de la monnaie scripturale, c'est de la monnaie BNP, c'est de la monnaie oui, mais Crédit Agricole, c'est pas de la monnaie centrale. le fait, Et ça donc, c'est même pas la question. Les banques centrales peuvent déjà, ça a été un choix, c'est un choix de système en Chine par exemple, mais ils en sont revenus parce que c'est pas forcément efficace. Il y a une banque d'État qui va prêter à tout le monde, sauf que c'est l'État qui prend le risque à chaque crédit de le faire et c'est pas efficace parce qu'en plus ils connaissent mal leurs clients. C'est pas une banque qui peut mais, connaître tous les clients du monde et c'est mais une question pas de tout, il suffit. délégation, mais la banque centrale a les moyens de toute façon, même si Charles-Henri, c'est pas de la vraie monnaie, la banque centrale a les moyens via les taux directeurs, via les non, réserves. C'est même la non, banque centrale qui Charles-Henri, donne tu les te trompes à la. autorisations bancaires, qui a la possibilité de piloter la création monétaire. Le problème, Mais c'est qu'à l'heure non, actuelle, on ne maîtrise rien de tout ça. C'est décidé au niveau de la BCE. Donc, Charles-Henri, on n'a pas les c'est pas moyens une du problématique. tout. Évidemment que si. Charles-Henri, mais non, on n'a pas les Parce que moyens. Le seul moyen. les banques commerciales, pour fonctionner, ont besoin
massivement de cette monnaie centrale. Et donc, à partir du moment où la banque, justement, on durcit les conditions ou autres, c'est de facto la banque centrale qui maîtrise la création monétaire. Mais Charles-Henri, tu viens de dire tout à l'heure que la Banque centrale fait du quantitative easing et qu'il n'y a rien qui arrive dans l'économie réelle, c'est-à-dire que les banques, elles gardent l'argent. Nous n'avons pas le moyen de créer de la monnaie pour les citoyens. Ça, c'est un autre problème. Mais non, mais c'est le problème. Ça, c'est le problème de la séparation bancaire, qui est un truc à faire Oui, d'urgence aussi. Non, mais c'est ça dont je veux te parler. Mais la séparation bancaire, c'est encore un autre dossier. Et là, je pense qu'on va être mais d'accord. Non, c'est ce dossier-là. Il y a une époque, pour que tu comprennes ce que je veux dire, il y a une époque où les citoyens pouvaient avoir un compte à la Poste. Banque de France. À la Banque de France. Et ils pouvaient aussi en avoir à la Banque de France. Et ils pouvaient avoir un accès direct à de la monnaie centrale. Il n'y a aucune raison d'avoir perdu ça. Et quand tu me dis l'État connaît pas les marchés, les entreprises, non, mais ça pourrait très bien, Charles-Henri. Il suffirait de dire que les gens qui aujourd'hui, qui connaissent le tissu industriel, qui connaissent les PME, tous ces gens-là maintenant, ils travaillent pour l'État. Ça devient des fonctionnaires. C'est les mêmes, ils ont les mêmes compétences. C'est les mêmes gens. Ils ont la même honnêteté. On a eu des cas en URSS, en Chine, c'est pas efficace pour autant, en fait. C'est pas une question de souveraineté. C'est pas une question de souveraineté, ça. La souveraineté, en fait, on l'a déjà et elle peut déjà contraindre les banques commerciales. C'est une question d'efficacité et de connaissance du client. Excuse-moi, dire que laisser la création monétaire aux banques privées, c'est pas de la souveraineté. Dire que la création monétaire par les banques privées, c'est pas la création monétaire, Charles-Henri, ça c'est une erreur. C'est 90% de la monnaie. Ça peut être la création parce que ça peut être contraint et cet argent est détruit. Donc c'est pas de la création monétaire, quelque chose qui rentre et qui sort. C'est pas de la création. La seule vraie création monétaire, c'est la création de la banque centrale. Je comprends pas pourquoi tu dis que c'est pas de la création. Parce que tout s'est créé, est amené à être détruit. Donc c'est pas de la création. Et alors, c'est quand même de la création. Eh ben quoi, il y a bien création et destruction. Et d'ailleurs, quand j'emprunte auprès de ma banque centrale, il me crée l'argent, la banque centrale me crée la monnaie dont moi, État, j'ai besoin. Et quand je lui rembourse avec le montant des impôts, elle le détruit. Et c'est pas parce qu'il y a destruction qu'il n'y a pas eu de création. La banque centrale, justement, c'est elle qui module combien elle crée en tout, alors que les banques commerciales vont toujours être sous la contrainte qu'impose la banque centrale. C'est toute la différence, en fait. Une banque centrale, elle est souveraine, une banque commerciale, elle ne l'est pas. Elle dépend justement de la banque centrale et des décisions souveraines que va faire la banque centrale. Donc c'est toute la différence. Mais c'est du déni, ça, Charles-Henri. Non, c'est une réalité. Est-ce qu'il y a quelqu'un au-dessus ou pas? C'est une réalité. Il y a quelqu'un au-dessus qui décide et qui peut influencer sur les choix qui vont être faits. La souveraineté, elle est sur la banque centrale, elle n'est pas sur les banques commerciales. Bon, il y a vraiment une incompréhension là. Je trouve qu'il y a une incompréhension. C'est-à-dire dire que la monnaie, 90% de notre monnaie, donc c'est la presque totalité de notre monnaie, est créée par le crédit et détruite par les remboursements. C'est 90% des signes monétaires qui sont échangés dans le pays. Dire que c'est pas de la création monétaire, on a un problème là. On va pas arriver à sortir de la tenaille des banques. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. C'est des facilités que va donner la Banque centrale pour décider. Il y a un autre dossier, par contre, et que j'aimerais évoquer, justement, on l'a évoqué du bout des lèvres, c'est la séparation des banques. Et ça, c'est fondamental. Parce que pourquoi, justement, quand on rachète les obligations d'État, ça va directement sur les marchés financiers? Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que, justement, il n'y a pas de séparation entre les banques de dépôt et les banques d'affaires. Et ça pose un autre problème qui est gravissime. C'est l'aléa moral. Mais ça, c'est fondamental parce que des banques, si les banques commerciales ne pouvaient pas aller sur les marchés et faire justement de l'investissement d'actifs, elles se concentreraient uniquement sur le cœur de métier, ce qui aurait dû rester le cœur de métier des banques commerciales, qui sont maintenant des banques universelles, c'est-à-dire de financer justement l'économie réelle des entreprises, les gens. Et tant que cette séparation n'est pas faite, en fait, ces banques-là peuvent aller jouer sur les marchés financiers, et comme l'État est garant des dépôts des citoyens, en fait, c'est la privatisation des profits, la socialisation des pertes, et ça, c'est pas moralement acceptable. Une des mesures d'urgence à faire justement dans la France d'après, c'est de séparer les activités bancaires. Et là, ça posera plus du tout la question justement du financement, parce que les banques commerciales n'auront plus que ça à faire, elles n'auront plus qu'à financer justement les entreprises et les citoyens. Je vais te poser la question autrement, Charles-Henri. L'enjeu, c'est le seigneuriage. C'est sur 90% de notre monnaie, ça représente quelque chose comme 50 milliards par an, qui sont un manque à gagner pour l'État, puisqu'on le laisse aux banques privées. Mais ça sert à rien, ça c'est les taux d'intérêt que paye l'État. Mais si on dit que la Banque de France finance directement l'État, il n'y a plus du tout ça. Non.
c'est 50 milliards aussi, mais je ne te parle pas des mêmes 50 milliards. Là, je te parle des intérêts que nous payons sur les crédits aux banques privées parce que l'État a abandonné ce pouvoir de création monétaire aux banques privées. Ce sont les banques qui créent la monnaie dont nous avons besoin au moment où ils nous prêtent et qui la détruisent au moment où nous remboursons. Et ils prélèvent un intérêt au passage, et cet intérêt, c'est l'ordre de grandeur de 50 milliards par an aussi. C'est Oui, à peu mais près le même ordre de grandeur. mais ça, Et c'est la qu'est-ce qui rémunération c'est la rémunération du ma risque. question, Il ma y a un question, risque, il ma y a un question, risque mais de il n'y a défaut, pas en de fait. risque. Mais il n'y a pas Évidemment de que si. risque. Qu'est-ce que tu me racontes, Charles-Henri? Il n'y a Évidemment pas que de si, il y a un risque. risque. Sur chaque Évidemment que si. crédit, ils prennent des hypothèques, Mais ils se évidemment que blindent si, une évidemment que si. fois, Non, deux mais fois, trois fois. évidemment que si, hein, sur un client qui ne rembourse pas, lui, la banque, elle a Mais il toujours y a ses toujours des obligations. hypothèques, il y a plein de garanties, il y a des Elle a toujours. garanties, Non, 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 il y non. a des cautions solidaires. Ouais. Elle a toujours ses obligations, justement, notamment en monnaie centrale, si une banque veut continuer à exister. Et c'est sa façon de se rémunérer, parce qu'il y a un risque. Une banque, si c'était si simple, mais Je, tout le monde créerait des banques. Hein. C'est je pas ça comprends pas. la Mais c'est bah réalité. non, mais parce que c'est C'est qu'il y a un interdit. risque, Non, non. et une banque a un risque de faillite, justement. Et donc, c'est normal qu'il y ait une rémunération, mais ce serait la même chose si c'était l'État qui le prêtait. De toute façon, il y Je, aurait aussi un taux d'intérêt. je comprends pas pourquoi vous défendez l'existence des banques privées pour créer la monnaie. Je comprends pas ça. Je comprends pas. Qu'est-ce qui Mais encore une fois, c'est t'arrête, pas de la création Charles-Henri? monétaire. Qu'est-ce qui t'arrête dans la nationalisation des banques? L'exemple de l'URSS, mais ils n'avaient même pas Mais c'est pas d'ordinateur au efficace. moment de l'URSS. Non, mais tu peux pas. Enfin, c'est incroyable, ça. Mais c'est pas efficace et C'est de l'exorcisme, ça. on peut De pas faire parler reposer. de On peut pas l'URSS, ils faire n'avaient pas d'ordinateur. Tu peux pas on peut administrer pas une non économie mais sans ordinateur. on peut pas faire reposer entièrement le risque de chaque client sur un organisme d'État. On a Mais eu des pourquoi banques, pas? on a des banques commerciales publiques, d'ailleurs on en a, Pourquoi mais pas si justement tu dis que c'est l'intérêt qui sert à couvrir le risque? tous les mauvais choix, c'est-à-dire que s'il y a des mauvais choix justement d'emprunts qui peuvent être pas remboursés, etc., c'est la collectivité qui va le payer à chaque fois. Mais tu trouves que c'est mais tu Alors que trouves quand que c'est les banques quand c'est privées, les c'est pas le banques, tu cas. trouves que c'est quand tu trouves que c'est elles qui assument leurs mauvais choix, mais c'est une blague. Mais À chaque justement, fois qu'elles se plantent, elles c'est devraient pas le cas. couler. Ça nous coûte des milliers de milliards. Oui, mais justement, c'est bien le problème. Enfin, C'est pas le cas. Mais ça, c'est à cause de la non-séparation des banques, parce qu'on est allé les sauver parce qu'elles font faillite sur les marchés financiers. Mais si les banques étaient séparées, hein, une banque qui fait un mauvais choix, le coût de son emprunt, et parce qu'un emprunt n'est pas remboursé, c'est elle qui le garde. L'État n'aura pas à aller la sauver. Et encore, là, je suis d'accord. Par contre, si l'État doit sauver une banque, cette banque, elle doit être nationalisée, parce qu'on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et ça a toujours été un notre programme, qu'une banque qui devait être sauvée par l'État était nationalisée dans la foulée, parce que c'est pas admissible qu'il y ait ces deux choses-là. Mais je pense que ce sera moins le cas à partir du moment, justement, où on aura séparé les activités bancaires. Il y aura beaucoup moins ce risque systémique financier qu'on a à l'heure actuelle, et pour le coup, qui est criminel. enfin, je ne sais pas comment te dire ça, mais du point de vue de quelqu'un qui cherche la souveraineté de la puissance publique, la souveraineté d'un pays, euh, avoir un parti qui est souverainiste, donc qui défend la souveraineté du pays, et qui continue, en fait, tu vois, qui ne s'occupe pas de reprendre la création monétaire pour la puissance publique, Mais encore une fois, elle est prise. c'est une énorme lacune, quoi. Il manque un truc, c'est incompréhensible. Le chef, c'est la BCE, et quand c'est le chef qui donne, c'est un peu comme si on disait. Non, mais là, pas la BCE, on va sortir Tu as le même de l'Union raisonnement, européenne. comme si on disait que en gros, bah, les gopés, c'est pas grave, mais ce qui compte, c'est celui qui donne des ordres. In fine, les gopés, c'est l'Union européenne qui décide. Et au niveau des banques, c'est la même chose. C'est la banque centrale qui chapeaute toutes les banques commerciales, et qui d'ailleurs a tous les leviers pour pouvoir accélérer ou ralentir le crédit s'ils veulent le faire. Et la souveraineté, elle est d'ores et déjà là. Le problème, c'est que là, on ne l'a plus parce qu'elle est transférée au niveau de la BCE. Et en plus de ça, on a l'interdiction par la Banque centrale nationale, ou même d'ailleurs la BCE n'a pas l'autorisation, de prêter directement justement au gouvernement et aux établissements publics. Donc là, il y a deux leviers, mais si on reprend justement la Banque centrale, de facto, on a le contrôle de la création monétaire. Alors Étienne, concrètement, on va prendre un exemple concret sur ce cas-là pour voir si on arrive à vous accorder sur ce sujet. Imaginons, voilà, la France sort de l'Union européenne, sort de l'euro. Elle a sa banque centrale indépendante qui peut émettre du nouveau franc en l'occurrence. Si on a encore des banques, indépendantes de qui? Indépendante de qui? Si c'est indépendante enfin, du remarque, peuple, ça ne va pas du tout, quoi. Hein. Je dis, Tu vois, quand on dit indépendante, ça veut dire qu'on l'a dépolitisée. Ça veut dire qu'en fait, ça va être des financiers qui vont être nommés à la tête. Ça veut dire que
Tu vois Obama, quand Obama nomme le patron de la Fed, c'est pas lui qui le choisit. On lui propose crapule A, crapule B, crapule C, et il choisit crapule B. Mais il a le choix entre des crapules. Si tu veux, les gouverneurs de la Banque de France, c'est pas des gens qui servent l'intérêt général. Je suis désolé. Hein. J'ai un problème. J'ai un problème avec l'indépendance. Moi, hein. Mais l'indépendance, elle est théorique. De toute façon, le problème, c'est le mandat qui est donné. On le voit avec Trump. Trump, il a carrément repris la main sur la Fed et il fait ce qu'il veut. Le problème, c'est qu'un gouvernement, il peut donner un mandat justement à la Banque de France de créer plus ou moins de crédit, d'aller plus justement sur la gestion de l'emploi et de la croissance, alors que le mandat actuel de la BCE, c'est uniquement de contrôler l'inflation. Donc on peut donner la dimension politique qu'on veut à une banque. Je pense que la problématique, après la question de l'indépendance, elle peut se discuter là-dessus, on est assez ouvert, mais le problème, c'est que de toute façon, même dans le cadre de l'Union européenne et de la BCE, enfin de l'euro en l'occurrence, oui, les faut sortir de directives qui l'euro, sont données, d'accord. c'est complètement déjà dépolitisé. Enfin, de dire juste de maîtriser l'inflation, ça n'a jamais fait une politique économique en soi. Et donc, il y a toutes les problématiques du mandat, de toute façon, qui est donné à la Banque de France. La Banque de France, elle est publique normalement, mais on peut lui donner évidemment un mandat, justement. Tout à l'heure, Étienne parlait de QE for the people. Ben, c'est un peu la même chose. On peut donner justement un mandat de croissance et d'emploi plutôt qu'un mandat unique de maîtrise de l'inflation. Donc ça dépend évidemment du mandat qu'on lui donne. Et d'ailleurs, normalement, le gouverneur de la Banque de France est responsable devant l'Assemblée nationale et on peut justement lui donner le mandat qu'on veut et que le politique reprenne le pouvoir là-dessus. Mais il y a déjà plein de choses qu'on pourrait faire justement si on sortait de l'euro de ce point de vue-là et Oui, bien donner sûr, un bien mandat sûr. Non, complètement mais différent. Et est-ce que le Charles-Henri, QE on for est the complètement. people, ce serait une solution à ce que toi tu critiques, c'est-à-dire la création monétaire par les banques privées? Ah bah oui, parce que le QE for the people, ça permet à la Banque centrale de donner directement l'argent aux entreprises ou aux particuliers sans passer par les banques. C'est ça. Toi, tu veux le chemin direct. Mais oui, pour moi, les banques, c'est des usuriers. Ça devrait être public. Les banques privées, c'est des usuriers. C'est des gens c'est des parasites complets, quoi. Hein. C'est une fonction tellement stratégique, tellement importante pour le pays tout entier, pas seulement pour la puissance publique, pour la population, que c'est pas bien de donner cet incroyable pouvoir à qui que ce soit. Ça fait des gens trop puissants, Charles-Henri. Les banquiers ont pris le contrôle du monde. Ça va, quoi. Je veux dire, enfin, si tu ne le vois pas aujourd'hui, tu ne le verras jamais, quoi. Hein. On les sauve des faillites les plus crapuleuses et tout le monde crève autour. Si on ne voit pas que les banques ont pris le contrôle, là, mais parce qu'on les a. Le fait même qu'elles existent, le fait même que l'activité bancaire puisse être privée, c'est pas dangereux, c'est mortel pour l'espèce. L'espèce humaine a besoin de maîtriser la monnaie. Si on la laisse à un acteur privé, il devient trop fort, on perd l'intérêt général, on perd la démocratie. Enfin, c'est majeur. Hein. Je ne comprends pas que vous bloquiez sur garder ce système mafieux de la banque privée. C'est pas un système mafieux. Il inacceptable. y a des banques commerciales même qui sont publiques, il y a des banques commerciales qui sont privées et le tout est chapeauté par une Banque de France qui est à nouveau justement indépendante, qui défend les intérêts de l'État et qui donne toutes les directives et qui peut couper ou non justement l'approvisionnement aux banques en fonction de ce qu'il veut faire. Donc c'est une reprise totale parce que le chef, dans un système, il faut savoir qui est le chef. En l'occurrence, dans le système où la France est redevenue souveraine, on a récupéré notre franc et la banque centrale, justement, c'est elle qui gère, c'est elle qui décide, c'est elle le chef. Enfin, c'est comme une hiérarchie. La banque commerciale, elle est en dessous. Hein. Tu sais que pour Vincent, je ne sais pas si vous en parlez de temps en temps, mais pour Vincent, c'est une hérésie d'imaginer que la Banque centrale est au service du gouvernement pour mener sa politique. Il dit, la fusion entre les deux, là, lui paraît inadmissible, insupportable. Mais c'est pas exactement. C'est pas une fusion. Nous, c'est pas une fusion. Elle est chapeautée. C'est chapeauté. De toute façon, toutes les directives et le mandat est donné par la puissance publique. De toute façon, c'est comme ça que c'était en France avant. Mais il n'empêche qu'il y a quand même des banques commerciales privées, il y a des banques commerciales publiques, et c'est ce système-là qu'on veut retrouver, le tout chapeauté par justement la Banque centrale française. Messieurs, je sais pas si j'arriverai, ou si on arrivera à vous mettre d'accord sur le coup. Est-ce que peut-être si Étienne a encore quelque chose à dire, tu peux le dire, mais après j'aimerais qu'on bouge sur la dernière question. Peut-être échanger quelques mots sur le RIC que souhaite l'UPR. Est-ce que vous êtes pour le RIC constituant ou pas? Alors,
Le RIC, clairement, le RIC peut être un outil. Pour moi, le RIC, ce que je vois, en fait, pour moi, serait la plus grande révolution, quelque part démocratique, parce que même ça, on Oui, ne l'avait pas sous la cinquième, on ne l'avait pas oui, même bien quand la sûr, France hein. était souveraine. Et pour moi, justement, alors là où on diffère, enfin, même pas parce que je sais que tu es ouvert là-dessus, moi, je pense que même une crise actuelle, même si nos représentants sont mauvais, montre une crise actuelle, on ne pourrait pas tout gérer par RIC, parce qu'il y a des fois, il y a des situations d'urgence, il faut des Oui, bien représentants. sûr. Mais disons que le RIC, c'est le meilleur contre-pouvoir, parce que le peuple peut, sur tous les sujets qui les intéressent, et notamment sur la question de la Constitution, peut reprendre le pouvoir et peut faire des amendements, ou même sur la question législative qui est aussi essentielle, typiquement sur un truc comme la réforme des retraites. Si on avait un RIC, bah, le peuple pourrait, si on avait un mauvais gouvernement, parce que ça peut Il n'y aurait arriver, même pas besoin de ça peut manifestation, hein. arriver, il y aurait même besoin de Pas, manifestations, pas exactement. besoin de grève, pas besoin de manifestation. On aurait recueilli 700 000 signatures, on aurait fait justement, on aurait fait un RIC et le peuple aurait abrogé directement cette réforme des retraites, Pourquoi même si les 700 000? représentants n'étaient pas d'accord. Parce qu'il faut il faut un minimum de signatures pour montrer que C'est pas un minimum, c'est beaucoup 700 000. bon, c'est largement faisable. On l'a vu, on a même eu plus sur ADP, qui est pas, quand même pas le sujet qui est censé le plus passionner les Français. Alors sur un Ouais, sujet c'est comme les beaucoup. retraites, on n'aurait pas 700 000, je pense qu'on aurait 3-4 millions de signatures faciles. Donc je pense que tous les sujets qui Tu sais importent aux qu'en Français. Italie, en Suisse, c'est 50 000, 100 000. Hein. Pourquoi Non, en tant que Suisse, il y a ça? plus de 100 000. Tu Non, mets... En Suisse, ils sont 8 millions. Nous, on est 67 millions. Parce que on peut pas. Le problème, c'est que si. Moi, je pense que le RIC peut permettre au peuple de reprendre le pouvoir sur tous les sujets qui les intéressent. Et si on met un seuil trop bas, quelque part, la problématique qu'on peut avoir, c'est que si il y a trop de votations, d'ailleurs, même en Suisse, ils en font une dizaine à chaque fois, plusieurs fois réparties dans l'année. Si on en fait trop, le risque qu'on peut avoir, c'est d'avoir une baisse massive du taux de participation et qu'on ait encore une oligarchie, une petite partie du peuple qui voterait tout le temps et qui, eux, quelque part, ça serait un pouvoir de l'oligarchie. Moi, je pense qu'il faut un minimum de signatures pour que ça montre que c'est un sujet qui mobilise le peuple. Et si on a trop de votes différents, on va avoir une participation qui va baisser. Et du coup, ça va être encore une fois une minorité qui va décider pour une majorité. Donc, je pense que il faut évidemment Attends, faire tant euh, de votes par an pour que le peuple vote massivement et que ce soit vraiment un avis du peuple qui soit exprimé. Si on a trop de votes, l'écueil et le risque qu'on peut avoir, c'est une baisse massive de la participation. Et dans ces cas-là, c'est encore une minorité qui déciderait, parce qu'on sait très bien mais que c'est s'il y a une minorité de participation, il y aura encore justement du lobbying et de l'influence pour que ce soit une minorité qui décide, parce qu'on pourrait désintéresser le peuple des questions. Je pense qu'il faut on ne peut pas voter tous les 15 jours, sinon les gens ne finiraient par ne plus voter, ce serait une minorité qui déciderait. ouais, C'est ça enfin, le en gros même risque. temps, mais tu entends le risque inverse. C'est-à-dire que si tu mets la barre trop haut, tu Oh, mais empêches finalement la 700 000, mobilisation. honnêtement, Étienne, 700 000, c'est pas C'est sur tous les super sujets. compliqué. Tu as vu le c'est- mal qu'on a eu à être 1 million. C'est très Mais difficile, quoi. un Hein. million 700 000, c'est très haut. sur un sujet comme ADP. Hein. Imaginons un sujet comme, je sais pas, financement des retraites ou un programme austéritaire autre, mais on aurait bien plus de Alors, 700 000. C'est-à-dire que bon, sur en tout toutes les cas, questions à mon, qui ont très haut, mais pour te répondre, en gros, c'est que oui, à mon c'est avis, le c'est RIC en trop toute important. matière, mais il faut évidemment mettre un minimum de signatures pour ne pas rentrer dans un Bon, écueil qui tuerait le RIC, parce que si on a un vote tous les 4 matins, le gros non, non, problème, c'est qu'encore une fois, on aurait une baisse de la participation, on tuerait le principe du RIC et on pourrait lasser les gens. C'est ça l'écueil que je peux voir dans le RIC, et c'est pour ça que je pense qu'il faut un minimum de signataires pour que ce soit vraiment les sujets qui comptent pour le peuple qui soient tranchés. bon, j'entends ton argument. À mon avis, c'est trop, mais j'entends ton argument. Autre chose, en Suisse, comme en Italie, comme dans tous les pays où il y a le RIC est complètement freiné, comme dévoyé par le fait que, comme chez nous, les médias ont acheté, les plus riches ont acheté tous les médias du pays. Ah oui, les règles, t'as raison d'aller là-dessus. Et finalement, le fait d'avoir acheté tous les médias permet aux riches de nous faire voter contre nos intérêts, de nous mettre la tête à l'envers et de nous conduire à voter contre nos intérêts. Donc à chaque fois qu'on a fait des ateliers constituants, moi je fais des ateliers sur le RIC depuis 15 ans, à chaque fois qu'on fait des ateliers, on en parle, et tu veux, à la réflexion sur le RIC s'associe forcément, parce que sinon ça marche pas bien le RIC, s'associe forcément une réflexion sur l'inaliénabilité des médias. Il faut que les médias soient inaliénables, ou que ce soit Non, il des faut qu'il soit fonctionnaires contraint. comme le sont les Il faut qu'il soit juges. contraint. Il faut une stricte égalité du temps de parole entre Non, mais ça suffit pas ça. les Non, différentes questions. non, mais tu sais bien que même en période, électorale, l'UPR était complètement floué, Oui, oui, mais il volé, n'y a pas comme au d'égalité coin du du temps de bois, parole. Il n'y a pas mais d'égalité du temps de pourtant il y avait parole, les c'est pas ça règles. le problème. Non, mais il faut Oui, mais surtout que les non, médias. mais les règles, c'est ce que c'est les règles.
les règles, c'est l'équité, donc ça ne veut absolument rien dire. L'équité, logiquement, quand on parle Ouais. d'équité, c'est donner plus à ceux qui ont moins. Non, L'équité mais dans les médias, c'est de donner, soi-disant, en fonction de ce que les médias pensent que représentent les partis politiques. Alors que si on a un référendum, une question, mettons oui ou non pour abroger ce projet-là, ben, c'est pas compliqué, il y a une règle très stricte, c'est tant d'antennes, tant de paroles, c'est 50% pour le oui, 50% pour le non. bon, ça c'est pendant Mais la ce qui campagne n'existe, électorale. mais en l'occurrence, c'est pas que la En- RTS qu'il faudrait, pour un RIC, il faudrait que tous les médias, qu'ils soient publics Eh ou oui. privés, aient cette obligation de faire du 50-50. Parce que Et sinon, il je ne suis faut pas d'accord que ce avec soit Étienne. seulement pendant la campagne électorale, il faut que ce soit tout le temps. Le problème, c'est que quand tu laisses les médias achetés par les plus riches, ils vont trouver 1000 astuces plus Alors, pour tout le tordues temps, les c'est unes que différent parce les que autres pour tricher. tout le temps, tu devras avoir, c'est autre chose, une vraie répartition entre les différentes mouvances. Mais Eh ben oui, mais alors comment d'un tu fais ça? référendum, mais Comment vous c'est que faites? c'est À pas appliqué, l'UPR, c'est ça quoi? n'existe pas. Dans les CSA, ça Attends, n'existe pas, ça. Mais dans notre attends. programme, on a clairement dit justement qu'il fallait, et ça, ce serait une obligation légale pour les médias, même en dehors des campagnes de RIC ou autres, que les Oui, oui. médias auront une obligation justement de représenter toutes les mouvances d'opinion et pas seulement comme c'est le cas à l'heure actuelle où effectivement on entend un seul son de cloche dans les médias en permanence sur tous les sujets. Ça doit être fait Charles-Henri, d'ailleurs même hors des périodes de RIC et ça c'est clairement dans notre programme. Charles-Henri, je vais te le dire autrement. Souvent, vous invoquez, et c'est super, le programme du CNR. Et il y a quelque chose, il y a plein de points communs entre ce que veut faire l'UPR et le CNR, le programme du Conseil national de la résistance après la guerre. Donc, souvent, vous l'invoquez pour vous en inspirer, montrer que vous avez cette inspiration. Mais je voudrais insister, pour parler des médias, sur ce point qui était central pour les gens du CNR, qui sortaient de la guerre et qui disaient, bon, dans le nouveau monde qu'on va construire là maintenant, il faut absolument que les médias soient indépendants. Les médias, tous les médias, soient indépendants des puissances d'argent. C'était pour eux essentiel. L'ancêtre du monde, qui s'appelait le temps, avait été un rouage essentiel dans le déclenchement de la guerre. C'est un journal qui a conduit les gens à la guerre, qui nous a conduit à détester les Allemands. Il y avait la même chose chez les Allemands qui ont conduit les Allemands à détester les Français. Les journaux nous avaient conduits à la guerre. Ils avaient collaboré au dernier degré. Enfin, c'était Tu parles de vraiment laquelle, la première ou la deuxième là la deuxième guerre mondiale. Et les résistants, en sortant de la guerre, avaient repéré la nécessité de mise à l'abri des médias des puissances d'argent. Et ma question est celle-ci, qu'est-ce que vous avez à l'UPR? Je ne connais pas assez bien votre programme. Qu'est-ce que vous avez à l'UPR qui permettrait parce que nous, dans les ateliers constituants, on a 2 ou 3 techniques qui permettent de mettre les journalistes, les jeunes gens qui veulent être journalistes, aussi bien de gauche que de droite, de ce qu'ils veulent, les mettre à l'abri à la fois des gouvernements, évidemment, et à la fois des puissances d'argent. Nous, on les rend inaliénables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter un média. C'est interdit. Voilà. Quand des jeunes gens achètent un média, s'il se met à marcher, les riches ne peuvent pas l'acheter comme ils ont acheté Libération, comme ils ont acheté l'Obs, comme ils ont acheté c'est interdit. Il y a une autre technique qui consiste à faire des journalistes des actionnaires de leurs médias, oui. alors, les rendre propriétaires de leurs médias Oui, ça, avec oui. impossibilité d'acheter. Oui. Mais il y a une autre possibilité, c'est de les rendre, faire d'eux des fonctionnaires comme les juges, tu vois, des fonctionnaires spéciaux, parce que ce pas des fonctionnaires qui sont aux ordres, c'est des fonctionnaires dans le sens qu'ils sont protégés, qu'ils ont un statut. Mais Mais après, par contre, tu peux avoir l'écueil inverse d'avoir une télé d'État, un journalisme d'État et d'avoir un seul son de cloche qui non, serait non. son de cloche étatique, quoi. C'est Non, un parce peu le que risque. Hein. non, mais quand tu dis que les juges sont indépendants, tu n'as pas peur que les juges soient des juges d'État. Tu les as rendus indépendants de l'État. Tu les as rendus indépendants des riches, parce qu'il n'est pas question que les riches payent les juges, évidemment, et tu les as rendus aussi indépendants. Alors, c'est pas bien fait, hein, parce que ils pourraient être plus indépendants de l'État qu'ils ne le sont, nos juges. Hein. Enfin, il y en a comme beaucoup qui le sont. Et tu vois, en imaginant qu'on aurait complété les institutions pour que les juges soient vraiment indépendants de l'État, on pourrait faire pareil avec les journalistes. C'est-à-dire qu'un jeune homme ou une jeune femme qui veut être journaliste, il a 25 ans, là, il veut être journaliste. Il passe le concours, l'équivalent du concours de la magistrature, ce serait le concours de journalisme. Il devient journaliste comme on devient juge, et à partir de ce moment-là, il est comme protégé. C'est-à-dire que nous décidons dans la Constitution que nous voulons payer, nous, les journalistes, pour que ce ne soit pas les riches qui les payent, et on les met à l'abri de toutes les pressions du Parlement, du gouvernement, de tous les pouvoirs.
on les met à l'abri. Et par contre, on fait un vrai CSA, parce qu'il faut quand même faut pas qu'il y ait Oui, c'est ça le pouvoir problème. sans contrevoir. Il y a une On fait réforme un du vrai CSA. une Le réforme. CSA, ce serait des citoyens tirés au sort qui vérifient que les journalistes sont pas en train de devenir un pouvoir abusif à leur tour. Mais ça, c'est pas quelque chose que vous avez. Comment vous avez Sinon, envisagé le problème des médias dans votre programme? Oui, il y a quelque chose. Oui, oui. Évidemment, il y a quelque chose justement pour rendre le journaliste vraiment indépendant et notamment Oui, oui. indépendant de leurs propriétaires. Ça, c'est déjà notre programme. Et après, il y a toutes les problématiques sur les mouvances d'opinion parce que les journalistes, on peut, s'il y avait entre guillemets des journalistes qui n'avaient qu'une pensée unique et qu'une pensée, ça ne serait pas bon aussi d'un point de vue démocratique. Donc nous, il y a Mais deux ça va aspects. Il y pas a être de le cas rendre, si on il y a de, permet, si il y on a de rendre. permet à tous les jeunes gens. Bah oui, mais non, Si on- non, pas forcément. Il faut aussi que de toute façon l'État impose une pluralité des opinions, parce qu'on eh pourrait ben, avoir des chapelles d'idées de chaque type de journalisme, mais finalement que ça soit assez uniforme. Et tout le monde ne veut pas devenir journaliste, donc il faut non seulement avoir un indépendant, mais il faut aussi que l'État impose une pluralité de et comment, l'opinion dans tous les différents journaux. Bah ça et se par quels mesure de moyens, voir. selon toi? Mais ça se mesure. On connaît très bien, par exemple, je sais pas, quelle est la part de temps de parole pour le souverainisme, quelle est la part pour l'écologiste, quelle est la part pour les libéraux. On pourrait obliger à avoir une pluralité d'opinion dans tous les médias, ce qui n'est pas du tout le cas à l'heure actuelle. Et ça, on peut l'imposer notamment par des règles. Et il y a l'autre volet qui est aussi évidemment de rendre le journaliste indépendant justement de toutes les différentes puissances. Donc ça, c'est deux volets différents, mais je pense qu'il faut aussi des règles parce que on peut pas avoir des journalistes, ça tu l'as dit, qui sont à la mode de l'État, mais on peut pas non plus avoir Évidemment. des journalistes qui ne défendraient qu'une seule opinion parce que les journalistes, c'est des hommes comme tout le monde et ils ont leur opinion, mais si tout le monde justement défendait tous les journalistes une espèce de pensée unique, il faut quand même qu'il y ait des règles qui imposent une pluralité des opinions, au-delà de l'indication d'indépendance. C'est marrant que tu vois ce risque de monolithisme du journalisme si on en fait comme des juges, sans que ce soit un risque pour les juges, tu vois. Si les juges tels qu'ils sont nommés aujourd'hui, en imaginant qu'on coupe le cordon ombilical du parquet, qui est incroyable, le monde entier rit de la France et de ses juges qui sont aux ordres du ministère, mais en imaginant qu'on ait réglé le problème du parquet et que les juges soient vraiment indépendants, tu vas avoir des juges qui sont dans leur tête plutôt de gauche, plutôt de droite, des hommes, plutôt des femmes. Tu vas avoir de tout, non? Pourquoi ce serait pas pareil avec les journalistes Bah, et juges, les il y a quand même journaux? la contrainte que le juge est censé faire respecter la loi. C'est pas le cas dans le journaliste. Le journaliste, c'est des idées. Et donc, on pourrait C'est très des bien avoir informations, ouais, ouais. des informations, des idées. Alors, l'information, il y a l'information brute qui peut être plus ou moins, Ouais, effectivement, mais utilisée, disons, dévoyée, etc. Ça, c'est le respect de la charte de Munich et autres. Mais au-delà même de la charte de Munich, il y a tout l'aspect, justement, de diversité des opinions. Et c'est ce qui ne serait pas forcément garant dans un système où on donne juste une mais, indépendance des journalistes. Il faudrait mais là, avoir en des ce moment, règles pour pouvoir imposer une pluralité des opinions. Bah, aujourd'hui, en tu ce moment, trouves il n'y qu'il a y a pas une de pluralité pluralité des des opinions. opinions? Bah non, pas du tout, il Voilà. n'y a pas de règle. Il Eh n'y ben, a pas de règle pour le faire, justement. C'est bien eh ben tout le donc problème. tu vas en avoir beaucoup plus si tu permets à tout le monde de l'être, donc des gens de gauche comme de droite. Si tu permets à tout le monde, tu vas avoir une bien plus grande pluralité qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui te fait peur? Sur le C'est papier, quelque mais chose. pour moi, ça ne va pas forcément être évident en pratique. Pour moi, on peut mettre des règles en place pour forcer une pluralité des opinions. Ah, ça, Parce que j'arrive sinon, pas à enfin, imaginer par quelle procédure. parce que oui, exactement, mais oui, c'est ça, mais c'est ce qu'il faudrait, parce que sinon, si on dit tout le monde peut être journaliste, vous avez une subvention, mais on peut avoir une économie où il y aurait que des journalistes, parce que si on dit qu'on garantit pour tout le monde, l'idée c'est de mettre des règles justement en place pour forcer une pluralité de l'opinion. Mais du coup, c'est quoi l'intérêt d'avoir plusieurs journaux si finalement on a à peu près la même chose partout? Par exemple, ça voudrait dire qu'on prend l'Humanité, par exemple, ou le Figaro, ils auront la même quantité d'opinions de gauche, de droite. Attends, tu imposerais la pluralité dans chaque journal? Si j'ai Bah, compris ça, est-ce non, que mais vaudrait pas, m'appuyer non, mais, une pluralité dans l'ensemble des publications? mais C'est est-ce que ça que tu veux dire, même, Charles-Henri? non, mais après ils ont effectivement, ils peuvent avoir une couverture plus ou moins de gauche ou de droite sur un média, mais un journal même de gauche n'a pas à masquer complètement les politiques, les partis politiques de droite et leurs idées. Même chose pour un journal Ah de la droite, il n'a vache, pas à ah oui, occulter oui, oui. complètement la gauche. Mais Ah ça, oui, c'est un mais évidemment. pluralisme à l'intérieur de chaque média que tu... Ben, Ouh là non, mais là, mais ça, c'est vachement administré, ça, hein. Ça, c'est non, mais c'est super pas, étatique, hein. non, mais après, évidemment, il y a un degré de machin. C'est pas normal qu'il y ait des médias qui fassent complètement le silence sur des pluralités d'opinions qui sont très différentes. À l'heure actuelle, ça n'existe pas. Il y a des médias dans lesquels il y a des partis politiques, d'ailleurs pas que l'UPR, qui n'existent pas. Ils ne traitent que un seul Ah ouais. biais et une seule vision. Et ça, c'est problématique. Et encore plus pour d'ailleurs plus que le papier, c'est encore plus pour l'audiovisuel, parce qu'on sait très bien
que ce qui a le plus d'influence à l'heure actuelle, c'est évidemment l'audiovisuel plus que la presse papier d'ailleurs. Et ça, ils devraient, je suis désolé, des chaînes d'infos ou autres, ils devraient donner la parole à toutes les pluralités d'opinion et pas seulement une seule, même si après, d'un point de vue éditorial, ils peuvent avoir un angle qui est différent. C'est très bien d'un point de vue éditorial, évidemment, ça va pas être la même chose entre Libération et Le Figaro. Mais il n'empêche C'est à que se quand ils demander. donnent la parole à de l'opinion, ce n'est pas la question du journaliste, ils doivent donner vraiment la parole à tout le monde. C'est à se demander d'ailleurs si les médias publics D'ailleurs, les médias publics devraient avoir font moins de pluralisme parfois. Enfin, je sais que Oui, bien France sûr qu'au Télévisions, par Figaro, exemple, France Télévisions fait moins de pluralisme que des médias qui sont que- privés, hein, des fois. Donc comme le Figaro. Ouais. oui, voilà. Si Le si c'était Figaro, possible même encore. Ouais. ou Marianne ou autre, on sait très bien qu'il y a des médias. Enfin, je veux dire, il y a des médias publics en France. Parfois est encore plus monolithique que des médias privés. Donc je pense que c'est vraiment une question de pluralité d'opinion qui En joue. tout cas, Enfin, je veux dire, il y a quelque chose à creuser là. France 3 ou la France Télévisions, on le voit dans les élections, sont parfois ceux qui font le moins de pluralité Alors messieurs, d'opinion. désolé de vous couper la parole alors qu'on parle de liberté d'expression, mais le temps avançant, il va falloir, je pense, conclure. Conclure. Du coup, je vous invite chacun à votre tour en gros à nous dire voilà la leçon que vous tirez de ce qui se passe en ce moment et des étapes que vous voyez venir après, qu'elles soient désirables ou qu'elles le soient moins. On peut commencer par Charles-Henri Gallois et on finira par Étienne Chouard. Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire, on a un petit peu parlé pendant cette crise du Covid-19, c'est ne croyez pas du tout toutes les belles promesses qu'on vous fait, comme je l'ai dit, de relocalisation, de nationalisation. Le pouvoir politique, s'il reste justement dans tout ce cadre d'Union européenne, d'euro, on sait très bien la politique qui va être menée, qui va pas du tout être celle-là. La France aurait besoin justement par le Frexit de retrouver son indépendance, mais ce qui compte, c'est pas seulement que le Frexit en soi, c'est de savoir ce qu'on peut faire grâce au Frexit et quelque part la France d'après. Et la France d'après, on a commencé à l'évoquer, mais il y a 1000 sujets. J'ai parlé par exemple beaucoup lors d'un direct avec Idriss Aberkane et Pierre Rougeron de toute la France comme puissance maritime. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire grâce au Frexit. Il y a toute la relocalisation, la réindustrialisation, on en a parlé. Et c'est tout ce type de sujets qu'il faut aborder. C'est la même chose pour la santé, évidemment, qu'on pourra retrouver un hôpital public qui fonctionne et pas qui est en période de pénurie et d'austérité permanente dans le cadre de l'Union européenne. C'est toutes ces choses-là qu'on va pouvoir mettre en place et qu'on pourra mettre en place dans la France d'après. C'est d'ailleurs ce que veulent les Français, mais il ne faut pas être dupe si on reste dans ce carcan-là. On connaît la politique qui va être menée et ça va être une austérité en pire. Et donc, il faut inviter les Français à se libérer de ce carcan. Et j'espère que le bénéfice, entre guillemets, même si c'est toujours horrible, ce type de crise, c'est que la question de la souveraineté est revenue au cœur du débat politique. Et pour mettre en place cette souveraineté, il faudra se mobiliser et que la souveraineté, justement, gagne en 2022 si on ne veut pas retomber pour encore 5 années de purge qu'on vient de connaître. Et c'est vraiment ça qui va être la clé, c'est ça qui doit être mis devant. La France de demain, ça doit être une France souveraine dans tous les domaines. Et c'est ce que j'invite les Français justement à se battre pour ça et à ne pas se laisser amadouer par des belles promesses qui ne déboucheront sur rien. Oh, je partage ces appels à la prudence et à la circonspection par rapport aux messages du gouvernement qui sont, je trouve, de nature terroriste, c'est-à-dire à inspirer la terreur. Je trouve qu'on devrait faire attention à ne pas se laisser terroriser, rester calme, serein, et garder notre capacité à penser, à imaginer que celui qui est en face de nous, contre lequel on a envie de s'énerver parce que l'ambiance est littéralement hystérisante, hystérisée. Il, il a peur, ses mots peuvent dépasser sa pensée. Et il faut que nous calmions le jeu et que nous arrivions à nous parler et à continuer à réfléchir comme si nous n'étions pas en guerre. Le fait que nous pensions que nous sommes en guerre nous interdit de juger les représentants politiques. Et ça, en fait, ça, une technique qui consiste à museler les oppositions. Et je pense qu'il ne faut pas se laisser faire, il faut continuer à juger le pouvoir qui est sur une tendance extrêmement dangereuse, liberticide et de façon de plus en plus prononcée. Là, aujourd'hui, nous sommes tous enfermés pour des raisons que je trouve contestables. Il me semble que
ce que je défends depuis 15 ans, qui est le fait que nous écrivions nous-mêmes, nous les représentés, les règles de la représentation restent d'actualité. C'est lent. Ça ne suffira pas à résister à un coup d'État. Ceci dit, si on ne fait pas ce travail de réflexion sur nos institutions de la représentation, quand nous sortirons du coup d'État et de la période noire qui va suivre, nous ne serons pas foutus de reconstruire un monde apaisé et enfin juste. Donc, il faudrait à la fois résister à la tyrannie qui vient en ce moment, ici et maintenant, et préparer le monde de demain en faisant des ateliers constituants, c'est-à-dire en écrivant, en s'entraînant à limiter les pouvoirs au lieu d'accepter de tout abandonner par l'élection. L'élection étant un abandon de souveraineté. Quand je vote, je décide, alors que quand j'élis, je renonce à voter, je renonce à décider. Ça nous est imposé depuis quelques centaines d'années et je crois que c'est le mécanisme même de notre impuissance politique. C'est ce qui fait que nous ne pouvons rien changer et que nous voyons les crises se succéder sans pouvoir nous défendre. Donc, gardez en tête cette dimension constituante de la résistance populaire aux abus de pouvoir. Et en même temps, je ne me fais pas d'illusions. Je sais bien que ça ne suffira pas à résister aux tyrans là, actuels qui ont toutes les manettes. En tout cas, je voudrais remercier les gens de l'UPR qui font un travail remarquable sur la résistance à la tyrannie européenne. Il me semble qu'il reste des zones à travailler sur la monnaie, sur les médias peut-être, sur le récit. Mais globalement, vraiment, je vous remercie. Je remercie les résistants de l'UPR qui font un travail remarquable de l'éducation populaire. Voilà, salut à tous. Merci Étienne Chouard, merci Charles Gallois pour ce débat vraiment riche et vraiment intéressant. Et puis vous voyez qu'on a réussi vous avez réussi à pas être d'accord sur tout, donc c'était en cela très intéressant. Merci beaucoup aux auditeurs de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Au revoir à tous.